Voici 205 faits incroyables sur les animaux pour te retourner le cerveau. Regarde ce dragon de Komodo. Déjà à la base, c'est un lézard de 3 mètres qui a regardé l'évolution droit dans les yeux en disant « Fais-moi un dinosaure low cost mais avec option meurtre ». Et comme si ce sac à viande blindé de griffes, de dents, de venin et d'haleine de charogne n'était pas déjà assez insolent, Madame Kodo peut en plus faire des bébés sans mal. Oui, naissance vierge, ambiance miracle biblique via son reptile qui sent le cadavre. Quand aucune femelle n'a de mâle sous la patte, son corps peut lancer le mode solo et produire une descendance tout seul. La nature a vraiment dit « Pas besoin de mec !» On va quand même fabriquer de petits couteaux à écailles. Résultat, même sur une île isolée, ce démon peut continuer sa dynastie de videurs préhistoriques. Respect mais à distance. Voici l'ours polaire, cette arnaque sur pattes que tout le monde imagine blanc comme une pub de Noël. Sauf que non, on nous a menti toute notre vie. L'ours polaire n'est même pas blanc. Ce gros frigo vivant de 700 kg, qui marche sur la banquise comme un videur de boîte énervé, a en réalité la peau noire. Et ses poils, pas blancs non plus, ils sont transparents. Le gars a littéralement une fourrure en fibre optique naturelle qui reflète la lumière pour faire croire à tout le monde qu'il est blanc. Même son pelage est une fraude organisée. La nature lui a donné un camouflage premium pour approcher ses victimes avec son air de peluche Coca-Cola, avant de leur rappeler que sous la doudoune, il y a un carnivore qui n'a pas mangé depuis 3 semaines. Ce n'est pas un nounours, c'est un tante noire déguisée en neige. Regarde ces loutres qui se tiennent la main pendant qu'elles dorment pour ne pas dériver loin les unes des autres. Sur le papier c'est adorable, on dirait un couple dans un film romantique nul où tout le monde pleure à la fin. Mais dans la vraie vie, c'est surtout parce que l'océan s'en fout de vos sentiments et peut vous envoyer flotter à 3 km de votre pote pendant votre sieste. Du coup, les loutres ont inventé la chaîne humaine aquatique version fourrure mouillée. Elles dorment sur le dos, main dans la main, comme si elles n'étaient pas de petites voleuses de coquillages prêtes à fracasser des crustacés sur leur ventre avec des cailloux. Mignonnes oui, innocentes non. Elles savent juste qu'en mer, si tu dors sans tenir ton collègue, tu te réveilles seul, perdu et potentiellement au menu d'un prédateur qui passait par là. Voici le gorille, 130 à 200 kg de diplomatie musclée capable de transformer votre cage thoracique en accordéon si vous faites le malin. Et malgré cette apparence de patron de salle de sport sous stéroïdes naturels, monsieur peut attraper nos rhumes. Oui, votre petit nez qui coule de fragile peut devenir un problème pour ce roi de la forêt. Et c'est là qu'on réalise à quel point l'humain est une plaie ambulante. Même quand il ne chasse pas, ne détruit pas l'habitat et ne filme pas avec son téléphone au lieu de respecter la distance, il peut toujours tousser et mettre en danger un gorille. Imaginez, une créature capable de vous plier comme une chaise de camping se retrouve malade parce qu'un touriste a voulu faire un coucou avec ses microbes de bureau. La honte est totale. Ne respirez pas sur les gorilles, ils méritent mieux que votre virus de métro. Regarde cette grenouille volante de Wallace, le genre d'animal qui a entendu les grenouilles sautent et qui a répondu non. Moi je prends l'option deltaplane. Ce petit bout de chaos vert vit dans les forêts d'Asie du Sud-Est et possède de grandes membranes entre les doigts, comme si la nature lui avait offert des mini-parachutes parce qu'elle avait la flemme de lui donner des ailes. Résultat, quand un prédateur arrive avec des intentions pas très joyeuses, Madame saute d'un arbre et plane tranquillement dans les airs. Elle ne vole pas comme un aigle évidemment, faut pas abuser, mais elle glisse assez bien pour fuir les problèmes comme une lâche professionnelle mais stylée. Même les grenouilles commencent à tricher maintenant. Ce petit hélicoptère sous caféine qui a décidé que les règles du vol ne concernaient que les oiseaux bas de gamme. La majorité des oiseaux volent vers l'avant, normal, logique, vie classique. Lui non, lui peut voler en arrière. Pourquoi? Parce qu'il est minuscule, nerveux et probablement persuadé d'être dans un jeu vidéo. Ses ailes battent à une vitesse indécente, son cœur tape comme une soirée techno et il peut rester immobile dans les airs devant une fleur comme un drone espion qui cherche du sucre. Puis s'il change d'avis, hop, marche arrière. Le pigeon à côté c'est un bus municipal avec des plumes. Le colibri c'est une Formule 1 volante qui vit sa vie à 200 battements par minute. Petit corps, immense ego. Voici le bébé cerf d'eau chinois, tellement petit qu'on pourrait presque le tenir dans la paume de la main. On dirait une figurine premium de la forêt, sauf que ce truc minuscule va grandir pour devenir un cerf avec des crocs. Parce que le cerf d'eau chinois, contrairement au cerf classique qui se balade avec des bois sur la tête pour faire les kékés, a des câlines façon mini-vampire végétarien. À la naissance, ce n'est qu'une boulette fragile avec des pattes trop fines et une tête de s'il vous plaît ne me mangez pas. Et franchement, dans la nature, être aussi petit c'est presque une insulte à sa propre survie. Tout peut te manger. Un renard, un rapace, un voisin mal luné, même s'il survit, il devient ce drôle de cerf à dents longues. Regarde ce poulet, ou plutôt ce bug vivant de basse-cour. En 1945, un fermier lui coupe la tête pensant préparer le dîner, sauf que le poulet refuse administrativement de mourir. Le corps continue à bouger, respirer, vivre, comme si la mort avait oublié de tamponner le formulaire. Il a survécu 18 mois. 18 mois sans tête. Pendant que certains humains se plaignent dès qu'ils n'ont plus de batterie, ces poulets vivaient sans cerveau visible, nourris à la pipette en mode zombie fermier. Alors évidemment ce n'était pas magique. Une partie du tronc cérébral était restée intacte, assez pour gérer les fonctions vitales. Mais quand même, le respect est obligatoire. Ce poulet a regardé la décapitation et a répondu « Pas aujourd'hui !» Un guerrier. Un idiot, certes, mais un guerrier. Voici le lion. Ce roi autoproclamé qui n'a même pas besoin de se déplacer pour vous manquer de respect. Il ouvre grand sa bouche, balance un rugissement, et tout le quartier comprend que monsieur est contrarié. Son cri peut s'étendre jusqu'à environ 5 km. 5 km de pression sonore pour rappeler aux autres animaux qu'ils vivent dans son abonnement premium à la terreur. C'est ça le pouvoir. Regarde ces dauphins. Encore une preuve que plus un animal est intelligent, plus il a décidé de dégénérer. On nous les vend comme des gentils clowns marins qui font des pirouettes pour touristes en short, mais dans la vraie vie, ces petits criminels aquatiques utilisent des poissons globes toxiques pour partir au 7e ciel. Enfin, au 7e océan. Et oui,
Ces petits insolents attrapent doucement le poisson globe, le macho juste assez pour qu'il libère une petite dose de toxine, puis il se la passe entre potes comme un vieux ballon de plage interdit par la police. Voici l'autruche, ce dinosaure à plumes qui a perdu la capacité de voler et qui, au lieu de se remettre en question, a décidé de devenir une moto avec des jambes. Ce truc peut courir plus vite qu'un cheval sur de courtes distances, avec des pointes autour de 70 km/h pendant que vous, après 3 escaliers, vous cherchez déjà une raison médicale à votre souffle de vieux radiateur. Et comme si cela ne suffisait pas, les mâles peuvent produire des sons graves qui ressemblent à des rugissements de lion. L'autruche est absurde, elle ne vole pas mais elle court, elle cogne, elle rugit, bref, elle compense avec beaucoup trop de force. Regarde la pieuvre, ce génie mou avec 8 bras, 3 cœurs, un cerveau éparpillé dans tout le corps et une intelligence qui ferait honte à certains humains en réunion. Elle peut ouvrir des bocaux, s'camoufler, s'échapper d'un aquarium, manipuler des objets, reconnaître des visages, bref, elle a tout pour devenir la patronne des océans. Et pourtant, la nature lui a collé une fin de vie complètement scandaleuse. Après la reproduction, le mâle part en dépression biologique et meurt comme un vieux mouchoir dans l'eau. Femelle, elle, garde ses œufs avec une dévotion de mère héroïque, arrête de manger, s'épuise, protège tout le monde, puis meurt dès que les petits arrivent. Magique, tragique, mais surtout complètement abusé. La pieuvre a réussi un cerveau de génie pour résoudre des labyrinthes, puis la nature lui a dit bravo, maintenant reproduis-toi et dégage. Voici le chameau, ce double bossu du désert qui regarde votre gourde d'eau et se demande pourquoi vous êtes venu avec une si petite quantité. Ce tank poilu peut avaler environ 50 litres d'eau d'un coup, voire plus. Comme si son estomac était une citerne municipale avec des pattes. Vous buvez trop vite un verre et vous avez le hoquet. Lui, il débarque après avoir traversé un enfer de sable, de sel, de vent et de solitude, puis il engloutit l'équivalent d'un plein de scooters en eau, sans même faire une pause dramatique. Et attention, ce n'est pas le chameau de carte postale qui transporte des touristes avec des couvertures moches. Le chameau vit dans des milieux tellement hostiles que la chaleur vous fouette l'espérance de vie. Froid, désert, sécheresse, rien à cirer. Regarde le taipan du désert, probablement le serpent qui a reçu toute la haine chimique disponible le jour de la naissance de l'espèce. Ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus bruyant, ce n'est même pas celui qui fait le plus le malin devant les caméras. Mais niveau venin, c'est un laboratoire de catastrophe ambulant. Son venin est considéré comme le plus toxique de tous les serpents terrestres connus, capable de faire s'effondrer votre organisme comme une entreprise mal gérée. Neurotoxines, hémotoxines, muscle-clilage, sang qui part en freestyle, respiration qui commence à négocier avec l'au-delà. Tout est prévu. Heureusement, ce serpent vit surtout loin des humains et n'a pas forcément envie de vous courir après comme un voyou. Mais si vous le cherchez, vous jouez à pierre-feuille-ciseaux contre la mort. Sauf que lui sort toujours venin et vous sortez hôpital. Voici la lionne, la vraie salariée du royaume pendant que Monsieur le Lion pose avec sa crinière comme s'il venait d'inventer la savane. On parle toujours du roi des animaux mais dans les faits, environ 90% de la chasse est assurée par les femelles. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous a dit depuis des dizaines d'années. La vérité, c'est que les lions sont tellement balèzes que chasser de jour est stupide car on les repère facilement. A l'inverse, les lionnes sont plus fines et plus rapides ou qu'elles sont plus efficaces de jour. Mais la nuit tombée, les lions peuvent s'approcher de leur proie sans problème et les broyer comme pas permis. Regarde cet escargot, cette vieille limace avec maison sur le dos qu'on imagine inoffensive parce qu'elle avance à la vitesse d'un téléchargement en campagne. Sauf que dans sa bouche, ce petit mollusque cache un véritable cauchemar. Des milliers de dents, environ 14 000 chez certaines espèces. Oui, 14 000 dents pour un animal qui mange de la salade comme un vieux retraité humide. C'est complètement disproportionné. Il possède une sorte de langue râpeuse appelée radula, couverte de petites dents microscopiques qui lui servent à gratter sa nourriture. En gros, il ne croque pas, il ponce. Voici le lézard cornu royal, un petit reptile qui a clairement lu le manuel de survie et qui a sauté directement au chapitre « Traumatiser l'ennemi ». Quand il se sent menacé, ce fou furieux peut projeter du sang depuis ses yeux. Oui, du sang depuis ses yeux. Il ne fuit pas simplement, il transforme son visage en spray d'honneur pour que le prédateur se dise « Finalement, je vais manger autre chose ». Et franchement, on le comprend. Regarde ce moustique, ce minuscule déchet volant qui prouve que la taille ne veut absolument rien dire quand on parle de nuisance. Le monde entier tremble devant les requins, les tigres, les ours et crocodiles, mais l'animal qui tue le plus d'humains chaque année, c'est cette petite seringue avec des ailes. Pas besoin de muscles, pas besoin de crocs énormes, pas besoin de rugissements. Il arrive la nuit, fait son petit bruit d'avion cassé près de votre oreille, pompe votre sang comme un impôt biologique et peut transmettre des maladies mortelles comme le paludisme, la dengue ou d'autres saletés. C'est le plus grand assassin du monde animal, version format de poche. Le pire c'est son arrogance. Il ne vous tue même pas directement par force. Il voulait juste un colis infectieux et repart comme un lâche. La preuve que l'enfer peut mesurer quelques millimètres. Voici le plus petit chien du monde, un Yorkshire Terrier qui pesait seulement 113 grammes. Le truc est tellement petit qu'un hamster pourrait lui demander sa carte d'identité. On parle d'un animal qu'on peut presque perdre entre deux coussins et retrouver 3 semaines plus tard en pensant que c'est une peluche mal conçue. Le Yorkshire, à la base, a déjà cette énergie de petit patron qui aboie sur des molosses 20 fois plus grands que lui, persuadé d'être un loup de guerre. Alors imaginez la version 113 grammes, 0 masse, ego maximal. Il ne peut probablement pas intimider une mouche, mais dans sa tête il protège un royaume. C'est ça les petits chiens, le corps d'un biscuit, l'assurance d'un videur et aucune conscience de leur propre fragilité. Regarde l'hippopotame, ce semi-remorque avec des dents de chantier qu'on imagine tranquille dans l'eau comme un gros ballon rose-gris en vacances. Sauf que surprise, l'hippopotame ne sait même pas vraiment nager.
Ce démon aquatique qui passe sa vie dans les rivières n'est pas un nageur, c'est un bulldozer qui marche au fond de l'eau comme un daron énervé dans une piscine municipale. Il pousse avec ses pattes, rebondit, se propulse, traverse les fonds comme s'il avait loué le fleuve à son nom. Et malgré ça, il est plus à l'aise dans l'eau que vous ne le serez jamais dans votre propre salon. Le pire c'est qu'il peut rester plusieurs minutes sous l'eau, ressortir comme une mine antipersonnelle vivante, et ouvrir sa bouche de portail dimensionnel pour rappeler à tout le monde que savoir nager, c'est facultatif quand on pèse plus qu'une voiture. Voici l'autruche. C'est un animal qui a reçu des yeux gigantesques et un cerveau en promotion. Ses yeux sont plus gros que son cerveau. La nature lui a donné des caméras 4K de chaque côté, mais derrière l'écran, il y a un processeur de grippin. On comprend mieux pourquoi cette grande perche à plumes peut regarder le danger arriver de loin, tout en prenant quand même des décisions éclatées. Elle voit tout. Le lion, le buisson, le tourisme, l'horizon et les regrets de sa propre espèce. Mais réfléchir ? Doucement, pas trop vite. Regarde autour de toi et accepte cette vérité humiliante. Pour chaque être humain sur Terre, il y a environ plus d'1 milliard d'insectes, plus de 1,4 milliard par personne. Vous pensiez être nombreux dans le métro ? Les insectes regardent l'humanité comme une petite réunion de copropriété. Fourmis, mouches, coléoptères, moustiques, termites, papillons, cafards, toute cette armée de mini-bâtards contrôle la planète pendant que nous faisons semblant d'être les patrons avec nos chaussures et nos impôts. Si demain les insectes décidaient d'organiser une vraie révolution, on tiendrait environ 8 minutes avant de supplier une coccinelle de négocier. La planète n'est pas à nous, on la sous l'eau aux mandibules. Voici la grande arnaque des animaux aquatiques. Tortues, serpents d'eau, crocodiles, alligators, dauphins, baleines et compagnie peuvent se noyer s'ils restent trop longtemps sous l'eau. Parce que beaucoup d'entre eux ne respirent pas sous l'eau, ils retiennent juste leur souffle mieux que vous pendant vos vacances catastrophiques à la piscine du camping. Le dauphin doit remonter, le crocodile aussi. Même les tortues selon les espèces et les conditions ont leurs limites. Donc l'eau, pour eux, ce n'est pas une potion magique. C'est un territoire de travail avec une jauge d'oxygène. Regarde la sèche, ce mollusque qui a transformé son propre corps en écran LED vivant. Elle peut changer de couleur en environ 200 millisecondes, 2/10 de seconde. Elle utilise des cellules spécialisées dans sa peau pour changer d'apparence à une vitesse scandaleuse. Se cacher, séduire, menacer, hypnotiser, arnaquer tout le quartier. Le prédateur arrive, il voit une sèche, cligne des yeux et soudain il ne voit plus qu'un caillou, du sable ou un cauchemar mouvant. Voici le koala, cette peluche australienne qui a visiblement signé un CDI avec le sommeil. Il dort entre 18 et 22 heures par jour. Ce niveau-là, ce n'est plus une clé, c'est une carrière. Et pourquoi ? Parce qu'il mange de l'eucalyptus. Une nourriture tellement pauvre en énergie et tellement pénible à digérer que son corps a choisi la stratégie la plus logique, ne rien faire. Le koala vit comme un téléphone à 3%. Regarde l'éphémère, l'animal qui naît avec une période d'essai. Certaines espèces adultes ne vivent que quelques heures, parfois à peine une journée. Le temps pour vous de rater une lessive, lui a déjà vécu toute son existence, trouver un partenaire, pondu ou fécondé, puis quitter le serveur. C'est brutal. L'éphémère passe une grande partie de sa vie sous forme larvaire dans l'eau, puis quand il devient adulte, au lieu de profiter du monde, de voyager, de faire une reconversion ou de se poser des questions existentielles, il n'a qu'un objectif, reproduction express, puis fin de partie. Voici le cochon domestique. C'est un animal beaucoup trop intelligent pour le destin absurde qu'on lui impose. Et presque la moitié des cochons élevés dans le monde se trouvent en Chine. À l'échelle porcine, la Chine, c'est un empire. Des millions et des millions de groins, de ventres roses, de cris, de fermes, de boue, de regards qui semblent dire « Quoi moi, frérot ?» Le cochon n'est pas une petite machine stupide à jambon, c'est un animal social, malin, curieux, capable d'apprendre et de reconnaître son environnement. Et malgré ça, l'humanité l'a transformé en unité de production ambulante. Presque un cochon sur 2 dans le monde finit dans ce gigantesque système. Ça donne une idée de notre rapport très bizarre avec les animaux. On les trouve mignons en dessin animé, puis on organise des continents entiers pour les manger. La nature est cruelle, mais nous aussi, on y met du budget. Regarde l'orang-outan, ce grand roux philosophe des arbres qui a l'air de réfléchir à la crise du logement depuis une branche humide. Sauf que monsieur ne se contente pas de manger des fruits et de regarder les humains détruire son habitat avec un air blasé, il peut aussi s'auto-médicamenter. Certains orang-outans utilisent des plantes pour soulager des douleurs, traiter des inflammations ou prendre soin de leur corps. Voici la tortue marine, cette vieille navigatrice blindée qui traverse les océans avec l'allure d'un sous-marin préhistorique en retraite. Certains peuvent vivre jusqu'à environ 100 ans, un siècle à nager, éviter les requins, esquiver les filets, manger des méduses, retourner pondre sur des plages qu'elles ont connues avant que des touristes en tongs viennent y mettre des serviettes moches. Elle est minuscule sur le sable, doit courir vers l'eau pendant que tous les oiseaux du quartier essaient d'en faire un apéro, puis si elle survit à cette première arnaque, elle peut devenir une doyenne des océans. Le problème, c'est qu'elle vit assez longtemps pour voir l'humanité transformer son monde en poubelle flottante. 100 ans de sagesse, et elle doit confondre un sac plastique avec une méduse. Franchement, elle méritait mieux que notre époque. Regarde le coq, ce réveil biologique beaucoup trop fier de lui qui hurle dès l'aube comme s'il venait annoncer la fin du monde. Le plus fou, c'est qu'il crie tellement fort qu'il devrait logiquement se rendre sourd tout seul à force de balancer ses vocaux de campagne dans toutes les oreilles du quartier. Mais non, monsieur a un système de protection intégré. Quand il ouvre grand le bec pour gueuler sa domination matinale, une partie de son conduit auditif se ferme comme s'il mettait des bouchons d'oreilles internes. Donc il peut exploser les tympans de tout le monde sans trop détruire les siens. C'est une insolence phénoménale. Il est littéralement équipé pour emmerder les autres en toute sécurité. Voici les araignées, ces colocataires non déclarés qui vivent absolument partout pendant que vous faites semblant d'être tranquille dans l'herbe. En moyenne, dans les zones vertes, on peut trouver autour de 10 000 araignées par kilomètre carré. 10 000 Vous pensiez faire un pique-nique romantique? Non.
Vous êtes au milieu d'un stade rempli de petites tarentules administratives qui vous observent avec 8 yeux et 0 respect. Elles sont dans les herbes, sous les feuilles, entre les branches, dans le sol, partout. Et le pire, c'est qu'elles sont utiles, évidemment, parce qu'elles mangent des insectes et régulent le bordel. Mais utile ne veut pas dire agréable. Dans la nature, certains animaux consomment de l'alcool sans avoir besoin d'un bar moche ni d'une playlist catastrophique. Des singes, des éléphants, des oiseaux ou d'autres petits opportunistes peuvent tomber sur des fruits trop mûrs, fermentés, chargés en alcool naturel et décider que c'est l'heure de prendre une décision douteuse. La nature produit son propre apéro et les animaux, comme nous, regardent parfois le fruit qui sent fort et disent « Allez, une petite dernière ». C'est beau, non? Même au fond de la forêt, finir bourré est universel. L'évolution nous unit dans la honte. Voici le wombat, cette petite brique australienne à poil qui a reçu l'un des pouvoirs les plus absurdes du règne animal. Il fait des crottes cubiques. Alors que tout le monde dans la nature produit des déjections plus ou moins honteuses, mais globalement arrondies, monsieur sort des petits dés fécales. Pourquoi? Parce que son intestin travaille la matière comme un ingénieur complètement perdu, avec des zones plus élastiques que d'autres, qui sculptent la crotte jusqu'à obtenir cette forme aberrante. Et le wombat utilise ensuite ses queues pour marquer son territoire. Très pratique, parce qu'une crotte cubique roule moins. Voilà le niveau de spécialisation. Même son caca est optimisé pour rester en place et dire aux autres wombats « Ceci est chez moi ». L'humain a inventé les panneaux propriété privée, le wombat a inventé le Lego intestinal. Regarde le pangolin, ce petit chevalier à écailles qui a compris que dans un monde rempli de lions, hyènes et humains dégénérés, la meilleure défense est de devenir une boule blindée. Quand un prédateur arrive avec l'envie de lui transformer sa vie en snack, le pangolin ne négocie pas. Il se roule sur lui-même, cache sa tête, ses pattes, son ventre fragile et devient une espèce de pomme de pin médiévale impossible à ouvrir sans mode d'emploi. Même un lion peut se retrouver comme un idiot devant cette boule d'armure, à la mâchouiller sans réussir à atteindre le buffet. C'est humiliant pour le roi des animaux, mais très satisfaisant pour nous. Voici la chauve-souris, le seul mammifère qui a regardé les oiseaux voler et qui s'est dit « Moi aussi y a pas de raison !» Parce qu'attention, les écureuils volent en plane, et les lémuriens volent en triche, mais la chauve-souris elle vole vraiment. Battement d'ailes, manœuvre, virage et chasse en plein air. Et ce ne sont même pas des ailes classiques, ce sont des doigts ultra rallongés recouverts d'une membrane, comme si la nature avait pris une main et l'avait transformé en parapente gothique. Résultat, on obtient un mammifère nocturne capable de zigzaguer dans le noir, d'éviter les obstacles, de choper des insectes en vol et de vous frôler la tête pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul ce soir. Regarde la myxine. Probablement l'animal le plus gluant au monde, une sorte de spaghetti marin sans respect qui a transformé la bave en arme de guerre. Quand un prédateur essaie de la croquer, elle libère une quantité absolument immonde de mucus qui gonfle dans l'eau et peut étouffer les branchies de l'agresseur. En gros, elle ne se bat pas. Elle inonde le problème de morve océanique jusqu'à ce que tout le monde regrette d'être né. Le requin ou le poisson qui pensait trouver un petit repas facile se retrouve avec la bouche pleine d'une substance visqueuse, collante, dégueulasse, façon cauchemar de plombier. Et la myxine, elle, s'en va comme si elle n'avait pas commis un attentat biologique. Voici le bébé panda. Cette arnaque visuelle totale. Quand on pense panda, on imagine direct la grosse peluche noire et blanche qui mange du bambou avec l'énergie d'un escargot rouillé. Mais à la naissance, le panda est rose, minuscule, aveugle, presque sans poils, et franchement il ressemble plus à une crevette triste qu'à une icône internationale de la mignonnerie. Rien ne va, on dirait un brouillon d'animal que la nature n'a pas encore fini de colorier. Puis au bout d'un mois, il commence à enfin développer ses fameuses zones noires et blanches. Regarde le martinet, cet oiseau qui a tellement peu de respect pour le sol qu'il peut passer presque une année entière dans les airs sans se poser. Pendant que vous cherchez une chaise après 10 minutes debout, lui dort, mange, boit parfois et peut même s'accoupler en vol parce que visiblement atterrir c'est pour les faibles. Le martinet passe la majorité de sa vie dans le ciel à fendre l'air comme une petite flèche énervée avec une endurance qui rendrait jaloux n'importe quel marathonien. Son existence entière est un doigt d'honneur à la gravité. Voici la chauve-souris, encore elle. Parce que cet animal est une collection de choix anatomiques douteux. Ses os des pattes sont tellement fins que parmi plus de 1200 espèces, seules quelques-unes arrivent vraiment à marcher au sol correctement, notamment la chauve-souris vampire et la chauve-souris fouisseuse. Les autres, une fois posées sur terre, ont souvent l'air d'un parapluie cassé qui essaie de quitter une soirée gênante. C'est logique, toute leur évolution a mis le paquet sur le vol. Les jambes, minimum syndical. Regarde la loutre de mer, cette peluche flottante qui a l'air d'avoir été créée uniquement pour faire fondre les humains faibles devant des vidéos mignonnes. Sauf qu'en réalité, c'est l'animal avec la fourrure la plus dense du monde. On parle d'un manteau naturel tellement blindé de poils qu'à côté, votre plaide d'hiver ressemble à une serviette de cantine. Elle peut avoir des centaines de milliers de poils par centimètre carré, parce que contrairement aux phoques et aux baleines, madame n'a pas une grosse couche de graisse pour rester au chaud. Donc la nature lui a dit pas de gras, tiens, deviens un tapis vivant. Elle passe son temps à entretenir cette fourrure comme une influenceuse en routine beauté, parce que si l'eau froide atteint sa peau, c'est la galère thermique. Voici le bébé girafe, qui n'est déjà plus lourd que beaucoup d'adultes humains avec ses environ 100 kg. Et comme si ça ne suffisait pas, il commence sa vie par une chute de quasiment 2 mètres depuis sa mère, parce que visiblement la nature s'est dit qu'un accouchement normal c'était trop doux. Le bébé tombe au sol comme un colis mal livré, se prend la gravité en pleine existence, qui doit apprendre à se lever rapidement parce que la savane n'est pas une maternité avec des coussins et des infirmières gentilles. Là-bas, si tu restes par terre trop longtemps, tu deviens une croquette pour hyène. Donc à peine né, 100 kg, chute brutale, debout vite. Bienvenue dans la vie, grande brindille. Regarde le cafard, cette insulte à l'hygiène qui refuse de mourir même quand tu lui retires littéralement la tête. Malheureusement, un cafard décapité peut survivre pendant plusieurs semaines. Comment?
parce qu'il respire par de petits trous sur les côtés du corps, pas par la bouche comme un animal poli, et son système nerveux est assez décentralisé pour continuer à bouger sans cerveau principal. C'est ignoble, mais impressionnant. Le guépard est probablement ce que la nature a créé après avoir bu 3 cafés et dit « Faisons un truc que même la mort n'aura pas envie de toucher ». Voici certains mâles oiseaux chanteurs, ces petits dragueurs à plumes capables de chanter plus de 2000 fois par jour. 2000. Le gars ne chante pas, il spamme l'existence. Chaque chant sert à dire « Regardez-moi, je suis fort, je suis beau, j'ai un territoire, venez faire des bébés ». Et si un autre mâle répond, ça devient un clash musical de quartier. Pas besoin de bagarre directe, ils se bombardent de notes comme deux rappeurs avec des ailes. Le pire, c'est que ça marche. Les femelles peuvent juger la qualité du chant, l'endurance et la complexité. Donc monsieur chante encore et encore et encore, jusqu'à transformer la forêt en casting vocal permanent. Regarde la trompe de l'éléphant. Ce bras narine complètement absurde qui contient des dizaines de milliers de muscles. À côté, votre biceps de salle de sport ressemble à une ficelle. La trompe, c'est un outil multifonction de luxe. Elle respire, sent, boit, attrape, soulève, caresse, arrache des branches, asperge de l'eau, menace les insolents et peut même ramasser des objets délicats. C'est à la fois une paille, une grue, une main, un nez et un tuyau d'arrosage, tout ça collé au visage d'un animal de plusieurs tonnes. Bien sûr, avec une telle précision, il peut prendre une brindille ou vous envoyer valser si vous faites le malin. Voici la baleine bleue, l'animal qui rend toutes nos notions de taille complètement ridicules. Sa langue peut peser entre 2,7 et 3,6 tonnes. Sa langue, pas son corps, pas son crâne, pas son cœur, sa langue. Il y a des voitures plus légères que ce morceau de viande posé dans sa bouche. Respect total pour ce paquebot avec langue de chantier. Regarde la vache qui t'observe avec l'air d'avoir compris quelque chose que tu ignores. Eh bien madame peut faire caca jusqu'à 15 fois par jour. À ce niveau-là, ce n'est plus un animal, c'est une usine de production continue avec option méthane et parfum rural. Elle mange, elle rumine, elle digère, elle recommence et derrière ça sort avec une régularité administrative. Et comme les vaches sont nombreuses, leur impact n'est pas juste une blague de ferme, ça représente des montagnes de matière organique, des gaz, des odeurs, tout un écosystème de bactéries qui font la fête dans l'herbe. Voici une bizarrerie biologique assez rare. Chez les mammifères, très peu d'espèces connaissent la ménopause. On parle notamment des humains, de certains éléphants et de certaines baleines comme les baleines à bosse selon les classifications utilisées dans ce type de fait. En gros, certaines femelles peuvent vivre longtemps après la fin de leur période reproductive. Et là, ce n'est pas juste un bug de la nature, c'est potentiellement une stratégie sociale. Chez les espèces intelligentes et sociales, les anciennes ne sont pas inutiles, loin de là. Elles connaissent les routes, les dangers, les sources de nourriture et les comportements du groupe. Une vieille femelle expérimentée, c'est une bibliothèque vivante avec des pattes ou des nageoires. Pendant que les jeunes paniquent, elle sait où aller. Regarde le dauphin, encore lui. C'est mammifère trop intelligent pour dormir normalement. Quand il dort, il ne met pas tout son cerveau en pause comme vous après un repas trop lourd. Non, il dort avec seulement une moitié de cerveau à la fois. L'autre moitié reste éveillée pour gérer la respiration, surveiller l'environnement et éviter de finir comme une bouée inconsciente dans l'océan. Parce qu'un dauphin doit remonter et respirer volontairement. S'il dort comme un humain, il peut se noyer. Donc son cerveau fait du télétravail en alternance. Voici la moufette, souvent confondue avec un putois, l'animal noir et blanc qui a compris qu'on peut dominer psychologiquement ses ennemis avec son derrière. Quand elle se sent menacée, elle projette un spray tellement infect que les humains peuvent le sentir à plusieurs kilomètres, jusqu'à environ 5,6 km dans certaines conditions. Vous imaginez l'arrogance? Le prédateur arrive confiant, pensant croquer un petit mammifère tranquille, peinard, et paf, il reçoit dans la face une punition olfactive capable de ruiner sa dignité, son appétit et probablement sa vision de la vie. Regarde le guépard, cette flèche avec des taches qui a transformé son corps entier en voiture de sport biologique. C'est l'animal terrestre le plus rapide de la planète, capable d'atteindre environ 110 km/h sur de courtes distances. Mais attention, le guépard n'est pas un marathonien, c'est un sprinter de luxe. Il donne tout très vite, puis il doit récupérer comme un salarié après une réunion de 3 heures. S'il rate sa proie, il ne peut pas recommencer 10 fois. Voici la tarentule, cette grosse araignée velue qui a déjà une tête à ruiner un appartement juste en apparaissant sur un mur. Et comme si son existence n'était pas assez déjà problématique, pour les gens qui aiment dormir paisiblement, elle peut survivre plus de 2 ans sans manger. Son métabolisme lent lui permet d'économiser de l'énergie comme un radin professionnel. Pas besoin de courir partout, pas besoin de paniquer, pas besoin de commander un menu. 2 ans sans repas, mais toujours prête à vous faire regretter d'avoir soulevé cette pierre. Regarde l'outarde Cory, probablement l'un des oiseaux volants les plus lourds au monde. Et quand on dit volant, il faut le dire doucement, parce que ce machin ne donne pas l'impression de voler, il donne l'impression de contester la gravité avec un avocat. Ce gros oiseau africain peut peser autour de 18 kg, parfois plus pour les mâles, ce qui est énorme pour un animal censé décoller. À côté, un pigeon, c'est une feuille morte avec des plumes. L'outarde Cory marche souvent au sol, majestueuse, lourde, avec l'air d'un vieux notable qui n'a pas besoin de se presser. Mais si elle doit voler, elle peut le faire, laborieusement, comme un canapé qui aurait obtenu son brevet de pilote. C'est ça qui est magnifique. Elle n'est pas élégante, elle est déterminée. Voici le crabe araignée japonais, l'animal qui donne l'impression qu'un cauchemar a appris à marcher sur des échasses. Ses pattes peuvent atteindre une envergure d'environ 4 mètres. 4 mètres de malaise articulé au fond de l'océan.
Heureusement, ce crabe n'est pas un monstre agressif qui court après les plongeurs comme dans un film nul. Il est plutôt lent, opportuniste, souvent charognard, et vit dans les profondeurs autour du Japon. Mais visuellement, c'est un scandale. Regarde le bébé éléphant, ce petit camion gris encore maladroit qui suce sa trompe pour se rassurer, un peu comme un bébé humain suce son pouce. Sauf que son pouce à lui mesure parfois plus qu'un bras, parce que la nature adore exagérer. Au début, le petit éléphant ne maîtrise pas bien sa trompe. C'est un outil ultra complexe, plein de muscles accrochés au visage, et lui doit apprendre à s'en servir sans se ridiculiser toutes les 3 minutes. Donc il la met dans sa bouche, il la mâchouille, il la suce, et il se calme. C'est mignon, mais aussi complètement absurde, parce qu'on parle d'un bébé qui pèse déjà plus lourd qu'une moto et qui se réconforte avec son propre tuyau facial. L'éléphant adulte peut déraciner un arbre. Le bébé, lui, découvre encore comment gérer son nez géant. Voici le kangourou, un ressort australien avec des abdos et une mentalité de boxeur de cave. Tout le monde regarde ses pattes arrière et se dit « voilà le moteur ». Mais en réalité, sa queue est essentielle. Si tu lui soulèves la queue du sol, il ne peut plus sauter correctement parce qu'elle sert d'appui, de balancier et de troisième point de stabilité. Le kangourou ne se déplace pas juste avec ses jambes, il utilise son corps comme une machine à propulsion bizarrement bien conçue. Sa queue l'aide à garder l'équilibre, à se positionner, à pousser, à contrôler ses mouvements. Sans elle, monsieur perd son flot. C'est comme retirer la béquille d'une moto mais en plus humiliant. Regarde la pieuvre, encore ce génie-mou qui n'avait visiblement pas assez d'un cerveau bizarre de 8 bras et d'un talent d'évasion inquiétant. Elle a aussi 3 cœurs. 2 cœurs envoient le sang vers les branchies pour récupérer l'oxygène et le troisième envoie le sang sur le reste du corps. Mais il y a une arnaque, quand la pieuvre nage, le cœur principal ralentit ou s'arrête presque, ce qui la fatigue vite. Voilà pourquoi elle préfère souvent ramper plutôt que de nager longtemps. Voici le bec en sabot, l'oiseau qui ressemble à un vieux juge médiéval vexé qu'on l'ait réveillé trop tôt. Avec son énorme bec en forme de chaussure de chantier, il peut avaler des proies franchement inquiétantes, y compris de jeunes crocodiliens comme des bébés alligators ou crocodiles. Son bec est massif, coupant, puissant, parfait pour attraper des poissons, des amphibiens, des serpents et parfois des trucs que personne ne devrait mettre dans sa bouche. Le bec en sabot ne court pas partout, il reste immobile avec l'air d'un fonctionnaire de la mort, puis frappe d'un coup sec. Et là, la proie comprend trop tard que cet oiseau silencieux n'était pas une statue bizarre, c'était un piège avec des plumes. Regarde le crocodile du Nil, ce coffre-fort avec des dents qui possède l'une des mentions les plus terrifiantes car sa mâchoire peut exercer la plus grande pression du monde animal. En clair, si cette porte blindée vivante se referme sur vous, ce n'est pas une morsure, c'est une décision administrative définitive. Ses muscles pour fermer la mâchoire sont monstrueux, conçus pour attraper, maintenir, broyer, noyer et rappeler à tous les animaux du bord de l'eau qu'une rivière peut avoir des dents. Le plus insultant, c'est que les muscles pour ouvrir sa bouche sont beaucoup plus faibles, donc théoriquement, on peut maintenir sa gueule fermée avec une force relativement modeste, juste avec vos mains. Mais bon, allez expliquer ça à votre cerveau quand un crocodile de 5 mètres vous regarde comme une friandise. Voici le poisson rouge, le colocataire préféré des aquariums. Mais si on le garde dans un environnement sombre pendant longtemps, il peut devenir plus pâle. Pourquoi ? Parce que sa couleur dépend en partie de la lumière et des pigments présents dans sa peau. Sans lumière suffisante, son organisme produit ou maintient moins bien certaines couleurs et le poisson peut perdre son orange éclatant pour devenir plus terne, presque fantomatique. Regarde l'hippocampe, ce petit cheval de mer qui a regardé les rôles classiques de la reproduction et qui a dit non, aujourd'hui c'est papa qui gère la grossesse. Chez les hippocampes, la femelle dépose ses œufs dans une poche spéciale sur le ventre du mâle et c'est lui qui les porte jusqu'à la naissance. Monsieur devient littéralement une maternité flottante avec une queue en tire-bouchon. Pendant que beaucoup d'animaux mâles se contentent de disparaître après l'accouplement, comme des lâches biologiques, lui reste là gonflé comme un petit sac vivant en train d'incuber sa future armée de mini-hippocampes. Et quand le moment arrive, il expulse les bébés par contraction en mode accouchement aquatique dramatique. Voici l'anguille électrique, qui n'est même pas vraiment une anguille, mais qui a quand même décidé de devenir une batterie vivante avec des intentions judiciaires. Son choc électrique peut être assez puissant pour assommer un gros animal et dans les récits populaires, on dit même qu'il peut mettre un cheval hors service. Ce poisson d'Amazonie possède des organes électriques capables de générer des décharges violentes pour chasser, se défendre ou dire très clairement « ne me touche pas ». Imaginez un poisson qui n'a pas besoin de crocs énormes ni de poisons compliqués. Il vous envoie juste une facture idéale directement dans le système nerveux. Les petits poissons autour se font paralyser, les prédateurs comprennent la leçon et tout le monde respecte la distance de sécurité. Regarde l'axolote, cette petite salamandre mexicaine avec une tête de Pokémon qui sourit parce qu'elle ne paye pas de loyer. Et derrière son air de bébé idiot se cache un pouvoir complètement indécent. Elle peut régénérer des membres perdus et même réparer certaines parties de ses organes. Une patte arrachée, elle repousse. Une partie de la queue, elle revient. Les tissus du cœur, de la moelle épinière ou d'autres structures, dans certains cas, son corps peut réparer ça avec une efficacité qui rendrait jaloux tous les chirurgiens du monde. Voici la vache. De nouveau, debout, elle peut somnoler, se reposer, passer en mode veille comme un vieux tracteur au ralenti. C'est pratique dans la nature. Tu restes sur tes pattes, prêt à bouger si un problème arrive. Mais pour atteindre le sommeil profond, celui où le cerveau part dans ses films les plus absurdes, elle doit se coucher. C'est là que le vrai repos commence. Donc oui, une vache peut dormir debout, mais pour rêver correctement, madame doit poser son gros corps dans l'air comme un meuble vivant. Regarde les éléphants, encore ces insolents. Quand un membre du groupe meurt, ils peuvent manifester des comportements qui ressemblent à du deuil, rester près du corps, toucher les os avec leur trompe, revenir sur les lieux, ralentir, se rassembler. Ce n'est pas juste un animal qui passe devant un cadavre en disant dommage avant de retourner manger des feuilles. L'éléphant observe, touche,
semblent reconnaître qu'il s'est passé quelque chose de grave. Certains parlent même de rituel de mort, parce que leurs réactions sont répétées, attentives, presque une cérémonie. Voici le chat adulte, ce colocataire poilu qui vous parle uniquement parce qu'il a compris que vous êtes manipulable. Entre chats adultes, ils ne miaulent presque pas pour communiquer comme ils le font avec nous. Ils utilisent surtout les odeurs, les postures, les regards, la queue, les frottements, les feulements, tout un langage de petits seigneurs silencieux. Mais avec l'humain, là, monsieur miaule. Pourquoi? Parce qu'il a appris que ce bruit active notre cerveau fragile. Un miaulement, et vous ouvrez la porte. Un autre, vous remplissez la gamelle. Un troisième, vous vous excusez alors que vous n'avez rien fait. Regarde la puce. Ce grain de poivre satanique capable de sauter jusqu'à environ 200 fois la longueur de son corps. À l'échelle humaine, serait comme bondir par-dessus des immeubles sans échauffement, sans basket, sans coach, juste avec l'énergie de la nuisance pure. La puce est minuscule, mais ses bataillards fonctionnent comme des ressorts biologiques surcompressés. Elle accumule de l'énergie, relâche tout d'un coup et paf, elle disparaît dans les poils d'un animal comme un ninja de la démangeaison. Et bien sûr, elle ne saute pas pour faire du sport, elle saute pour trouver un hôte, boire du sang, pondre, recommencer, ruiner des chiens, des chats et des tapis entiers. Voici une dent d'éléphant, et déjà, oublie tes petites dents humaines qui pleurent devant un caramel trop dur. Une seule molaire d'éléphant peut peser jusqu'à environ 4 kilos. Une dent. Et l'éléphant en a besoin, parce qu'il passe sa vie à broyer des quantités absurdes d'herbes, d'écorces, de feuilles et de branches. Ces molaires fonctionnent comme de grosses meules qui écrasent la végétation toute la journée. Et quand elles sont usées, elles sont remplacées progressivement par d'autres dents qui avancent dans la mâchoire comme un tapis roulant de chantier. Regarde la sterne arctique. Ce petit oiseau qui a vu la migration normale et qui a dit « Trop facile, je vais faire la planète entière ». Elle détient l'un des plus longs voyages migratoires du monde animal, reliant chaque année les régions arctiques aux régions antarctiques. En gros, elle passe sa vie à poursuivre l'été comme une influenceuse qui refuse l'hiver. Des dizaines de milliers de kilomètres par an, parfois plus de 70 000 selon les suivis, juste pour profiter des meilleures conditions de nourriture et de lumière. Voici le rat, cet animal que beaucoup traitent comme un déchet de ruelle alors qu'il est beaucoup plus complexe qu'on veut bien l'admettre. Quand on le chatouille, il peut émettre des vocalisations ultrasoniques associées à une forme de rire. Pas comme un humain qui explose devant une blague nulle, évidemment, mais son petit cerveau réagit au jeu, au contact et à l'excitation positive. Les jeunes rats adorent se chamailler, courir, se poursuivre, et les chatouilles peuvent déclencher ces sons que nos oreilles humaines n'entendent pas sans appareil. Donc pendant qu'on imagine le rat comme un voleur de poubelle avec une queue bizarre, lui est capable de jeux, de plaisir et de liens social. Regarde le coryze, un minuscule insecte aquatique qui ressemble à un petit grain de rien du tout, mais qui peut faire un bruit complètement indécent pour sa taille. À l'échelle de son corps, c'est l'un des animaux les plus bruyants du monde. Le gars mesure quelques millimètres, vit dans l'eau, et pourtant il arrive à produire un son si puissant, on dirait qu'il essaie de lancer une carrière de DJ depuis une flaque. Et le pire c'est sa méthode, il frotte certaines parties de son corps pour produire ce bruit, comme un violoniste sous drogue mais version insecte ridicule. Voici la chauve-souris, qui n'avait rien demandé, et que les humains ont quand même réussi à transformer en projet militaire complètement débile. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont vraiment étudié l'idée d'utiliser des chauves-souris pour transporter des petites bombes incendiaires. Le concept était simple dans la tête de quelqu'un qui avait clairement trop fumé. Prendre des chauves-souris, leur accrocher des explosifs miniatures, les relâcher au-dessus des bâtiments ennemis et les laisser aller se cacher dans les structures avant que tout prenne feu. Regarde la Costasiella, cette petite limace de mer qui ressemble à un mouton miniature dessiné par quelqu'un qui venait de découvrir les plantes grasses. Elle est parfois surnommée le mouton-feuille et franchement, c'est mérité. Mais le vrai scandale, c'est qu'elle peut incorporer des chloroplastes d'algues dans son corps après les avoir mangées. En gros, elle vole une partie du matériel végétal de son repas et l'utilise temporairement comme si elle voulait devenir une plante. C'est du braquage cellulaire. Voici le kangourou de nouveau. Monsieur peut traverser le bush avec des sauts absurdes, vous envoyer un coup de patte capable de vous broyer le thorax, se tenir sur sa queue comme un trépied musclé, mais reculer, non, trop compliqué. Son anatomie est faite pour avancer, bondir, pousser, se propulser, pas pour faire une petite marche arrière élégante comme un caddie de supermarché. C'est presque philosophique. Le kangourou ne recule pas, il assume et va de l'avant, même quand son plan est stupide. Regarde le lièvre à queue blanche. Ce petit missile terrestre qu'on sous-estime parce qu'il a une tête de lapin stressé. Mais quand il saute, il s'arrête d'être mignon et devient un ressort militaire. Le lièvre à queue blanche est souvent cité parmi les meilleurs sauteurs de la planète, capable de franchir des distances délirantes en une seule impulsion. Voici le crocodile, ce piège à viande préhistorique dont la mâchoire peut transformer une situation normale en testament express. On entend souvent dire que pour échapper à sa gueule, il faudrait viser les yeux, parce que ce sont des zones sensibles et que même un monstre blindé n'aime pas qu'on lui touche les globes oculaires. Mais soyons clairs, si tu en es au point de discuter avec les yeux d'un crocodile, ton planning est déjà très mal parti. La vraie stratégie, c'est surtout de ne jamais se retrouver assez près pour tester cette théorie. Un crocodile attaque vite et fort, sans demander ton consentement administratif, et une fois qu'il t'a attrapé, ce n'est plus un combat, c'est une négociation avec un portail hydraulique. Clairement un problème à éviter. Regarde le tardigrade, aussi appelé ourson d'eau, ce micro-animal qui ressemble à un sac d'aspirateur avec des pattes, mais qui est probablement l'une des créatures les plus résistantes du monde. Ce truc microscopique peut survivre à des conditions complètement absurdes. Froid extrême, chaleur, radiation, vide spatial, pression énorme, dessèchement, bref. Tout ce qui ferait disparaître un humain en une demi-seconde avec un petit bruit ridicule. Quand l'environnement devient invivable, il peut entrer dans un état de dormance, se ratatiner, ralentir presque toute son activité biologique et attendre que la situation redevienne correcte. Voici le papillon, cet insecte que tout le monde trouve élégant parce qu'il vole doucement avec des ailes colorées comme une petite décoration vivante.
Mais derrière cette esthétique de carte postale, il y a un détail complètement bizarre. Il goûte avec ses pieds. Quand il se pose sur une plante, il peut détecter des substances chimiques grâce à des récepteurs situés sur ses pattes. En gros, il marche sur son repas pour savoir si ça vaut le coup. Imaginez un humain entrer dans une boulangerie, mettre son pied sur un croissant et dire oui, celui-là est bon. Police immédiatement. Mais chez les papillons, c'est normal. Regarde l'albatros à la tête grise. Ce grand planeur des océans qui peut faire le tour du globe en seulement 46 jours. Pendant que certains humains mettent 3 semaines à répondre à un email, lui traverse la planète avec des ailes et une détermination insultante. L'albatros est taillé pour les longues distances. De grandes ailes fines, un vol plané ultra efficace et une capacité à utiliser les vents au-dessus des océans comme s'il surfait sur l'atmosphère. Voici le scorpion. Ce petit tankapince qui a déjà une réputation sans qu'on lui ajoute des légendes de comptoir. On raconte souvent qu'une goutte d'alcool posée sur un scorpion le rendrait fou, au point de se piquer lui-même jusqu'à en mourir. Mais attention, ce fait est très souvent répété comme une légende et la réalité est plus douteuse. Les scorpions sont résistants, mais l'alcool ou certains produits chimiques peuvent évidemment les perturber, les intoxiquer et les faire bouger de manière chaotique. Est-ce qu'ils se suicident volontairement? Non. Le scorpion n'a pas écrit une tragédie grecque avec son dard, il réagit simplement à une agression chimique. Regarde les animaux transparents, ces petites anomalies vivantes qui ont décidé que la meilleure façon de survivre, c'était de devenir presque invisible. Dans l'océan surtout, il existe plein de créatures qui ressemblent à des morceaux de verre mouillés. Méduses, crevettes, poissons, calmars, larves, organismes bizarres qu'on dirait sortis tout droit d'un laboratoire où tout le monde aurait oublié les couleurs. La technique est simple. Si personne ne te voit, personne ne te mange. Pas de muscles impressionnants, pas de morsures de crocodile, pas de venin dramatique. Juste le mode fantôme. Et franchement, c'est très efficace. Voici le caméléon. Un petit sniper arboricole avec des yeux qui partent chacun en télétravail de leur côté. Mais son vrai outil de démon, c'est sa langue. Chez certaines espèces, elle peut être aussi longue que son corps, voire plus. Et elle part à une vitesse complètement insultante. Le caméléon reste là, immobile avec son air de vieux lézard qui juge une réunion, puis soudain, paf, la langue sort comme un harpon gluant et attrape l'insecte avant même que l'insecte ait eu le temps de regretter sa naissance. C'est une attaque à distance, silencieuse, précise et collante, alors une mouche face à ça ne peut rien faire d'autre que reposer en paix. Regarde l'autruche, encore ce grand poulet sous stéroïdes naturels qui ne vole pas, mais qui a mis tous ses points de compétence dans les jambes. Ses pattes sont tellement puissantes que ses coups peuvent tuer ou gravement blesser de gros prédateurs, y compris un lion. Pif paf, insolent! Voici le flamant rose, cette grande tige rose qui a l'air d'avoir été dessinée pour colorer un hôtel, mais qui mange d'une façon totalement absurde. Pour se nourrir correctement, il doit mettre la tête à l'envers. Son bec est conçu pour fonctionner dans cette position, comme si la nature avait dit « On va créer un animal élégant, mais on va le forcer à manger comme une erreur de gravité ». Et c'est avec cette méthode qu'il récupère les petites crevettes, algues et organismes qui participent à sa fameuse couleur rose. Écoute ça car des études ont montré que beaucoup d'animaux réagissent plus fortement à la voix humaine que sont de grands prédateurs comme les lions. Et franchement, ils ont raison. Le lion tue pour manger. L'humain, lui, débarque avec des routes, des fusils, des clôtures, des drones, des chiens, des tronçonneuses, des sacs plastiques et des idées de développement économique. Pour un animal, entendre un humain, ce n'est pas juste entendre un prédateur, c'est entendre la bande-annonce d'un film sur un génocide. Même les créatures qui devraient trembler devant un rugissement savent que notre espèce est souvent pire. Imprévisible, organisée, bruyante et envahissante. Voici certains colibris, tellement petits qu'on dirait que la nature a essayé de fabriquer un oiseau avec les restes d'un bijou. Certaines espèces pèsent moins qu'une pièce de monnaie, parfois autour de 2 grammes pour les plus minuscules. Et pourtant, ce petit confetti vivant bat des ailes à une vitesse folle, vole sur place, recule, plonge, repart, tout ça avec un métabolisme de centrale nucléaire miniature. Il doit manger souvent, boire du nectar, brûler de l'énergie en continu, sinon son petit moteur s'éteint et il crève bêtement. Regarde la guêpe Dementor. Déjà rien que le nom annonce une créature qui n'est pas venue apporter de la joie. Cette guêpe parasite attaque les cafards d'une manière absolument diabolique. Elle pique sa victime et injecte un venin qui la transforme en zombie obéissant. Le cafard ne meurt pas tout de suite, ce serait trop simple, trop propre et trop respectueux. Il devient manipulable, comme s'il avait perdu le contrôle de sa propre vie. La guêpe peut ensuite le guider vers un territoire sécurisé, où il servira de garde-manger vivant pour sa larve. C'est beau la nature, n'est-ce pas? Voici les fourmis. Ces petites travailleuses fanatiques qu'on présente souvent comme des modèles d'organisation, alors qu'en vrai elles sont toutes des esclaves. On dit souvent qu'elles ne dorment jamais, mais c'est plus subtil. Elles ont des périodes de repos très courtes, fractionnées, pas un gros dodo comme nous sous la couette. Leur vie est découpée en micro-pauses. Travail, déplacement, communication chimique, transport de miettes, guerre de territoire, encore travail. Et en plus, elles n'ont pas de poumons comme nous. Elles respirent grâce à de petits orifices appelés stigmates, reliés à un réseau de tubes qui distribuent l'oxygène dans le corps. Regarde la taupe à nez étoilé. Probablement l'un des animaux les plus insultants visuellement jamais produits par la nature. Son museau ressemble à une petite pieuvre rose collée sur la face, avec des tentacules charnus qui bougent comme s'il cherchait le wifi dans la boue. Mais derrière cette horreur esthétique se cache l'un des meilleurs systèmes sensoriels du règne animal. Son nez est couvert de milliers de récepteurs ultra sensibles qui lui permettent de détecter, toucher et identifier des proies à une vitesse hallucinante. Dans le noir, sous terre, dans les zones humides, là où vos yeux ne servent plus à rien, elle lit le monde avec son museau démoniaque. Elle peut repérer et avaler de minuscules proies en une fraction de seconde. Oui, elle est moche, mais elle est efficace. Voici les suricates, ces petits vigiles du désert qui vivent en groupe comme une copropriété sous tension permanente. Et quand les adultes doivent chercher de la nourriture, ils peuvent laisser les petits avec des babysitters du groupe. Même dans le désert, il y a un système de garde d'enfants. Pendant que certains vont fouiller, chasser, surveiller les alentours ou chercher de quoi manger,
d'autres restent avec les nouveau-nés pour les protéger. C'est une organisation sociale sérieuse, parce que chez les suricates, un bébé laissé seul, c'est une saucisse pour le premier prédateur venu. Regarde le fourmilier, cette créature qui ressemble à un aspirateur triste avec une queue de balai et une langue de cauchemar. Son régime, fourmis et termites, jusqu'à environ 35 000 par jour, rien que ça. Il défonce les termitières et fourmilières avec ses griffes énormes, puis il envoie sa longue langue collante récupérer les insectes comme un tapis roulant en gluant. Et il doit aller vite, parce que les fourmis ne restent pas là à applaudir, elles mordent, elles piquent, elles défendent leur maison avec la rage des propriétaires menacés par un promoteur immobilier. Il ne reste donc pas trop longtemps au même endroit. Voici de nouveau la vache et faisons un peu de chimie. Une seule vache peut produire une quantité importante de méthane chaque jour, surtout par éructation, parce que son système digestif fermente l'air comme une brassée... Elle pète, je sais pas pourquoi j'ai dit éructation, elle pète. Parce que son système digestif fermente l'air comme une brasserie interne. Le chiffre populaire parle d'assez de gaz pour remplir des centaines de bouteilles d'1 litre, et même si ça varie selon l'alimentation, la taille et l'élevage, l'idée reste claire. La vache est une centrale à gaz avec des yeux doux. Elle ne fait pas exprès évidemment, elle rumine, elle digère, ses microbes travaillent et derrière, ça libère du méthane, un gaz à effet de serre puissant. Regarde ces animaux qui peuvent vivre pour toujours, enfin presque, parce que la nature adore mettre des astérisques partout. Le meilleur exemple, c'est souvent la méduse Turritopsis dohrni, parfois appelée méduse immortelle. Quand elle est blessée, stressée ou en difficulté, elle peut revenir à un stade plus jeune de son développement, comme si elle appuyait sur recommencer la partie. Ce n'est pas une invincibilité de super-héros, elle peut quand même se faire manger, tomber malade, mourir autrement. Mais biologiquement, elle a cette capacité scandaleuse à inverser son propre cycle de vie. Voici la vache face aux escaliers, et là, on entre dans le domaine de l'animal loup avec une gestion du terrain catastrophique. On dit souvent que les vaches peuvent monter des escaliers mais ne peuvent pas les descendre. En réalité, ce n'est pas complètement impossible dans tous les cas, mais c'est très difficile et dangereux pour elles. Leur corps massif, leurs pattes, leur centre de gravité et leur manière de se déplacer ne sont pas conçus pour descendre des marches comme un humain pressé dans le métro. Monter, ça peut passer, parce qu'elles poussent vers l'avant et vers le haut. Descendre demande plus de contrôle, plus de flexion, plus de précision, et là, Madame Bovine commence à regretter toute l'architecture humaine. Regarde le pangolin. Ce petit animal discret dont beaucoup de gens ne connaissent même pas le nom, alors qu'il est l'un des mammifères les plus trafiqués au monde. Et c'est dramatique, parce que ce pauvre chevalier à écailles ne demandait rien à personne. Il mange des fourmis, se roule en boule quand il a peur, vit sa vie de pomme de pin timide, et l'humain a quand même trouvé le moyen d'en faire une cible massive du braconnage. Ses écailles sont recherchées dans certains trafics, sa viande aussi. Résultat, des populations entières sont décimées. Le pangolin a une défense excellente contre les lions, mais contre les humains, elle devient son propre piège. Voici la baleine bleue, l'animal qui transforme tous les autres en figurants. Elle peut peser autant qu'une trentaine d'éléphants et mesure à peu près la longueur de plusieurs bus alignés. On parle d'un être vivant si grand que votre cerveau refuse presque de le classer comme animal. C'est un immeuble qui nage, un paquebot biologique, une cathédrale de chair qui avance dans l'océan en avalant du krill ou plancton comme si elle mangeait des miettes. Son cœur est gigantesque, sa langue pèse plusieurs tonnes, son souffle jaillit comme une cheminée, et malgré cette taille absolument débile, elle se nourrit de petites crevettes. La nature a créé le plus gros animal connu de l'histoire de la Terre, et lui a donné un régime de confettis marins. C'est magnifique et humiliant. Regarde le paresseux. C'est un animal qui a poussé la lenteur à un niveau presque artistique. Il bouge lentement, digère lentement, descend lentement, vit lentement, et même pour faire caca, monsieur prend son temps, généralement environ une fois par semaine. Pendant que d'autres animaux transforment la forêt en toilette publique, lui attend plusieurs jours, puis descend de son arbre, ce qui est déjà une opération risquée, fait son affaire au sol et remonte comme s'il venait d'accomplir un exploit olympique. Le problème, c'est que descendre au sol expose son petit cul au prédateur, donc chaque crotte est presque une mission suicide. Pourquoi ne pas tout faire depuis l'arbre? La science discute encore des raisons exactes. Marquage, cycle avec les papillons, habitudes évolutives, mais le résultat est clair. Ces ancêtres monstrueux de 3 mètres de haut ont honte de leur descendance. Voici l'éléphant, un invité de marque dans cette vidéo. Il peut déraciner des arbres, traverser des rivières, marcher des kilomètres et déplacer des objets énormes avec sa trompe. Mais il y a un truc qu'il ne sait pas faire, sauter. Parmi tous les animaux à pattes, l'un des exemples les plus célèbres de géants cloués au sol. Et franchement, c'est logique. Quand tu pèses plusieurs tonnes, envoyer tout ton corps en l'air juste pour retomber derrière, c'est une idée de personne qui ne respecte pas ses articulations. Ses os, ses muscles et sa posture sont faits pour supporter un poids énorme, pas pour faire des petits bonds de biquette. Regarde le grand requin blanc, ce missile à dents qu'on imagine déjà terrifiant et qui en plus possède un odorat extrêmement développé. On dit souvent qu'il peut détecter une goutte de sang d'environ 100 litres d'eau. L'idée exacte varie selon les conditions, mais le principe est clair. Dans l'eau, on est un système de détection de crimes biologiques. Il capte des molécules, des traces, des signaux chimiques et peut remonter une piste comme un enquêteur avec des nageoires et aucune pitié. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire qu'une mini coupure va invoquer instantanément un requin depuis l'autre côté de l'océan comme un démon aquatique. Mais son odorat est redoutable, surtout quand il a envie de massacrer de la victime. Voici le chat domestique. Ce petit parasite de canapé qui vit avec nous depuis environ 7000 à 10 000 ans selon les estimations. Et contrairement au chien, qui s'est lancé à fond dans le rôle de meilleur ami, le chat a plutôt signé un contrat de colocation flou. À l'origine, il s'est probablement rapproché des humains parce que nos stocks de céréales attiraient les rongeurs. Donc nous avions des souris, lui avait un buffet, et tout le monde y trouvait son compte. Ce n'était pas une grande histoire d'amour au début, c'était de l'immobilier alimentaire.
Puis petit à petit, le chat est entré dans nos maisons, nos temples, nos lits, nos vidéos internet et nos dépressions. Mais il a gardé cette arrogance de colocataire indépendant. Après des millénaires avec nous, il miaule encore comme s'il payait le loyer. Le chat n'a pas été domestiqué, il nous a juste tolérés. Regarde la baleine franche, ce paquebot vivant qui a décidé que même son anatomie privée devait être un format industriel. Chez les baleines franches mâles, les testicules peuvent atteindre des masses absolument absurdes, autour d'une tonne au total, dans certaines estimations. Là, on ne parle plus de biologie, on parle de logistique portuaire. Pourquoi autant? Parce que chez certaines espèces, la compétition reproductive ne se joue pas seulement avec des combats ou des parades, mais aussi avec la quantité de sperme produite. En gros, l'évolution a regardé la baleine et a dit « On va résoudre ça par volume ». C'est à la fois impressionnant, grotesque et profondément inutile à visualiser trop longtemps. Voici l'escargot, cette limace propriétaire qui avance comme une excuse fatiguée et qui peut pourtant faire des siestes de compétition. Certaines espèces peuvent entrer en dormance pendant très longtemps, parfois jusqu'à 3 ans dans des conditions extrêmes. L'escargot ne fuit pas les problèmes, il met son existence en pause et laisse le monde se débrouiller. C'est presque admirable. Regarde le rataupe nu, ce vieux doigt ridé avec des dents qui a l'air d'être né entre les jambes d'un humain. Il est moche, presque offensant, mais il possède des capacités de survie complètement indécentes. Cet animal peut tolérer des niveaux d'oxygène extrêmement bas, voire survivre un temps dans des conditions quasi privées d'oxygène. Voici la panthère noire, l'un des plus grands mensonges stylés du règne animal. Beaucoup de gens imaginent une espèce à part, mystérieuse, presque surnaturelle, comme un fantôme de jungle avec des yeux de criminel. Mais en réalité, une panthère noire c'est souvent un léopard noir ou parfois un jaguar noir selon la région. Ce n'est pas une espèce séparée, c'est une version mélanique avec une pigmentation très sombre. Et le plus fou, c'est que les taches sont encore là. Sous le noir, on peut parfois voir les rosettes du léopard ou du jaguar, selon la lumière. Regarde les oiseaux, ces petits avions à plumes qui ont décidé que même faire pipi comme tout le monde c'était trop banal. Les oiseaux ne produisent pas d'une urine liquide comme les mammifères. À la place, ils évacuent leurs déchets azotés sous forme d'acide urique, une pâte blanche souvent mélangée aux excréments. Voilà pourquoi quand un pigeon ruine ton pare-brise, tu reçois un colis combiné, caca plus déchets urinaires, livraison groupée depuis le ciel. C'est dégoûtant, mais c'est efficace. Produire cette pâte permet d'économiser de l'eau et d'éviter de transporter une vessie pleine, ce qui est pratique quand tu dois voler. Voici l'otari, ce gros chien marin avec moustache qui peut apprendre à taper des nageoires en rythme. Et attention, pas juste applaudir n'importe comment parce qu'un humain lui a donné du poisson. Les études ont montré qu'une otari pouvait apprendre à synchroniser ses mouvements avec un beat, une capacité qu'on pensait longtemps beaucoup plus rare dans le règne animal. En gros, pendant que certains humains tapent à contre-temps dans un concert avec une confiance criminelle, une otari peut capter le rythme et claquer des nageoires proprement. Regarde les bébés guépards, ces petites peluches tachetées qui naissent dans un monde qui n'a aucune patience pour la mignonnerie. Seulement une faible proportion des petits survivent jusqu'à l'âge adulte, parfois autour de 5% dans certaines zones étudiées. C'est brutal. Le guépard adulte est l'animal terrestre le plus rapide, mais le bébé, lui, est fragile, vulnérable, caché dans l'herbe avec une mère qui doit chasser tout en évitant que toute la savane ne transforme sa portée en buffet. Lion, hyène, léopard, aigle, maladie, famine, tout le monde semble avoir une objection à son avenir. Le petit guépard a une sorte de crinière claire sur le dos qui peut l'aider à se camoufler. Mais ce n'est pas une arme magique. N'être guépard, c'est commencer la partie en difficulté cauchemar. S'il survit, il deviendra missile. Mais avant ça, il n'est qu'un biscuit. Voici le lévrier afghan. Ce chien magnifique avec des cheveux de star de shampoing et une réputation d'ampoule grillée dans certains classements d'obéissance. On le présente parfois comme le chien le moins intelligent, mais c'est une façon très injuste et très humaine de mesurer l'intelligence. En réalité, ces classements évaluent surtout l'obéissance rapide aux ordres, et le lévrier afghan, lui, a souvent une personnalité indépendante. En gros, ce n'est pas forcément qu'il ne comprend pas, c'est peut-être qu'il s'en fout. Nuance importante. Regarde l'étoile de mer. C'est un animal qui ressemble à une décoration de salle de bain, mais qui est en réalité beaucoup plus bizarre qu'il n'en a l'air. Dire qu'elle n'a pas de corps est un raccourci, mais on comprend l'idée. Elle n'a pas un corps organisé comme le nôtre, avec une tête évidente, un tronc classique et des bras séparés de façon humaine. Son plan d'organisation est radial, comme si la nature avait pris un animal et l'avait étalé en étoile. Elle n'a pas de cerveau central non plus, mais un réseau nerveux qui coordonne ses bras, et certains de ses organes se prolongent dans ses bras, ce qui rend l'ensemble encore plus étrange. Tu la regardes, te demandes où commence le corps et où finissent les bras. La réponse, oui. Voici les singes âgés, et oui, eux aussi peuvent devenir chauves avec l'âge, comme certains humains qui regardent leur ligne frontale reculer en silence devant le miroir. Chez plusieurs primates, la perte de poils peut apparaître avec le vieillissement, les hormones, la génétique, le stress ou certaines conditions de santé. Et le résultat est parfois très humain. Un vieux singe avec le crâne dégarni, le regard fatigué et l'énergie d'un oncle qui a tout vu. C'est drôle parce qu'on aime se croire unique de nos petites humiliations biologiques, mais non. Même dans les arbres, il y a des problèmes capillaires. Regarde le tigre, ce monstre rayé qui possède une puissance dans les pattes arrière absolument terrifiante. Ses membres postérieurs sont si puissants que certains tigres morts peuvent rester momentanément debout ou dans une posture étrange après la mort à cause de la rigidité musculaire et de la position du corps. Elles lui permettent de bondir, plaquer, accélérer, grimper, se jeter sur une proie avec une violence de camion sans frein. Restons avec le tigre, parce que même sous son pelage, il continue à faire le malin. Ses rayures ne sont pas seulement dans les poils, sa peau est aussi marquée. Même rasé, le tigre garderait une partie de son motif. Et chaque tigre a un motif unique, un peu comme des empreintes digitales vers son prédateur de 200 kg. Les rayures servent au camouflage, surtout dans les hautes herbes et les jeux de l'ombre de la forêt.
De loin, ce gros félin orange devrait être visible comme un panneau de chantier, mais non, Caillou casse sa silhouette et l'aide à disparaître dans le décor. Une arnaque visuelle qui t'arrache les chevilles. Regarde la femelle du papillon reine Alexandra, le plus grand papillon du monde avec une envergure qui peut atteindre environ 28 cm. Originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, il est rare, menacé, spectaculaire, et sa taille donne l'impression que la nature a voulu tester la limite entre insecte élégant et cerf-volant vivant. Voici le crocodile de nouveau, ce vieux pêche préhistorique qui peut briser des os avec sa mâchoire, mais qui ne peut même pas tirer la langue correctement. Il a une langue maintenue au fond de la bouche par une membrane. Résultat, il ne peut pas la sortir comme un chien, un serpent ou un enfant mal élevé sur une photo de classe. C'est presque ridicule. Regarde le rhinocéros. Ce char d'assaut végétarien avec une corne sur le nez qui donne l'impression qu'il est né pour régler les conflits par impact frontal. Sa corne n'est pas faite d'os, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais principalement de kératine, la même famille de matière que nos cheveux et nos ongles. Mais chez lui, ça donne une lance faciale capable d'empaler l'insolence de presque tout ce qui respire, c'est absurde. Voici les chiens dans l'art ancien. En Europe, on trouve des représentations très anciennes de chiens ou de canidés dans l'art rupestre, parfois datées d'environ 12 000 ans selon les sites et les interprétations. Ça veut dire que même à l'époque où les humains peignaient sur les parois des grottes, le chien était déjà assez important pour finir dans l'album visuel de la famille préhistorique. Et franchement, c'est logique, le chien accompagnait les humains pour la chasse, la garde, l'alerte, la compagnie, bien avant de devenir un animal qui aboie sur l'aspirateur. Regarde le castor, c'est un ingénieur forestier avec des dents oranges et une obsession pathologique pour les travaux publics. Beaucoup de gens pensent qu'il vit dans le barrage, mais ce n'est pas exactement ça. Le barrage sert surtout à bloquer l'eau, créer un étang, stabiliser le niveau et protéger son territoire. La maison du castor, c'est plutôt la hutte, une structure de branches, de boue et de bois, souvent construite au milieu ou au bord de l'eau, avec une entrée sous-marine. Donc le barrage, c'est l'infrastructure, et la hutte, c'est l'appartement. Voici certains pies. Ces oiseaux qui se réveillent chaque matin et choisissent de frapper un arbre avec leur tête jusqu'à 20 fois par seconde. 20 fois par seconde. Chez n'importe qui d'autre, ce serait traumatisme crânien immédiat. Chez eux, c'est le travail. Ils tapent pour chercher des insectes, creuser des cavités, communiquer, marquer son territoire, et probablement rappeler à la forêt qu'il est mentalement très taré. Son crâne, son bec, sa langue qui s'enroule autour de son cerveau, et ses structures internes sont adaptées pour absorber ces impacts répétés sans transformer son cerveau en purée. Un miracle à plume. Regarde le loir gris, un petit rongeur qui a élevé l'hibernation au rang d'art biologique. Il peut dormir pendant des périodes extrêmement longues, parfois plus de 11 mois dans certaines conditions. 11 mois. Une année sabbatique le bordel. Quand les ressources sont mauvaises ou que la reproduction ne vaut pas le coût énergétique, ce petit stratège peut rester planqué, métabolisme ralenti, température corporelle abaissée, économie maximale. Voici le dendrolag, ou kangourou arboricole, la preuve que les ancêtres des kangourous n'étaient pas juste des boxeurs de plaine montés sur ressort. Certains kangourous vivent encore dans les arbres aujourd'hui, notamment en Nouvelle-Guinée et dans le nord de l'Australie. Et oui, il existe plusieurs espèces de kangourous arboricoles avec des corps adaptés à grimper, se déplacer dans les branches et vivre dans la forêt. C'est assez déstabilisant, parce qu'on imagine le kangourou classique en train de bondir dans le bush, torse en avant, prêt à régler un conflit sur un parking. Et là, tu découvres son cousin perché dans un arbre comme un gros chat marsupial maladroit. L'évolution a pris une famille d'animaux et l'a envoyé dans plusieurs directions. Certains au sol, d'autres dans les branches. Regarde la chauve-souris qui refait son apparition. Elle a la réputation d'être aveugle depuis des siècles alors qu'elle voit très bien. La plupart des chauves-souris ont des yeux fonctionnels, certains le voient même très correctement, surtout dans des conditions de faible lumière. En plus de ça, beaucoup utilisent l'écolocalisation, donc elles envoient des sons, écoutent les échos et cartographient le monde comme des sous-marins miniatures avec des ailes. Imaginez être capable de voler dans le noir, d'éviter des branches, de repérer des insectes minuscules, et malgré tout entendre les humains dire « elle ne voit rien ». Quelle insolence! Voici le bébé kangourou. À la naissance, il peut mesurer à peine quelques centimètres, une taille proche d'une abeille ou d'un haricot rose mal réveillé. Et pourtant, ce petit brouillon vivant doit ramper tout seul jusqu'à la poche de sa mère. À peine né, pas fini, presque transparent, sans défense, il doit déjà faire une mission commando sur le ventre maternel pour atteindre le garde-manger. Là, il s'accroche à une tétine et continue son développement bien planqué dans la poche, comme un locataire miniature qui n'a pas encore signé le bail. Le kangourou adulte est un boxeur musclé qui traverse l'Australie en bond, mais il commence sa vie comme une crotte qui respire. Regarde les macaques japonais. Comme toi, ils jouent aussi avec des boules de neige pour le plaisir. Ils roulent des boules de neige, les manipulent, les transportent parfois sans but évident d'autre que s'amuser. C'est là qu'on voit que l'intelligence animale ne se limite pas à trouver à manger. Il y a du jeu, de la curiosité, de l'apprentissage social et probablement un petit côté regarde-moi faire n'importe quoi. Voici le grand-duc d'Amérique. Ce hibou massif avec des yeux de juge nocturne et une tête de vieux sorcier qui n'a pas apprécié votre présence. Malgré son air de prédateur parfait, il a une faiblesse assez drôle. Son odorat est très mauvais et c'est justement pour ça qu'il peut chasser des moufettes. Beaucoup de prédateurs évitent ces petites bombes chimiques sur pattes parce que se prendre leur spray, c'est accepter de sentir la honte pendant des jours. Le grand-duc, lui, n'est pas aussi traumatisé par l'odeur puisqu'il ne l'aperçoit pas comme nous. Donc il peut attraper une moufette et lui dégommer la tronche sans problème. On regarde certains poissons qui peuvent marcher parce que visiblement même les poissons commencent à refuser leur fiche de poste. Normalement, un poisson nage, c'est dans le contrat. Mais certaines espèces utilisent leurs nageoires pour se déplacer sur le fond, ramper, se hisser ou même avancer hors de l'eau sur de courtes distances.
Parmi eux, on parle parfois de requins marcheurs, notamment certains requins des récifs qui utilisent leurs nageoires pectorales comme de petites pattes pour se déplacer entre les mares ou sur les fonds peu profonds. Ce n'est pas une promenade élégante, évidemment, on dirait un animal qui a raté la réunion sur l'évolution terrestre mais qui essaie quand même. Voici le koala, cette peluche australienne qui dort 22 heures par jour et qui, en plus, possède des empreintes digitales tellement proches des nôtres qu'elles pourraient poser problème sur une scène de crime. Imaginez que même au microscope, la confusion peut devenir sérieuse. Évidemment, les koalas ne braquent pas des banques, ils sont trop occupés à dormir et digérer des feuilles nulles. Mais logiquement, c'est fascinant. Les animaux très éloignés de nous ont développé des motifs de peau comparables, probablement liés à la sensibilité tactile. Le koala a l'air idiot, mais ses doigts ont un niveau de fraude judiciaire. Regarde le cachalot, ce sous-marin vivant avec une tête énorme et une réputation de monstre des profondeurs. C'est le plus grand prédateur à dents au monde. Pas le plus grand animal, ça c'est la baleine bleue qu'on a déjà vue. Le cachalot, lui, chasse vraiment des grosses proies, notamment des calmars géants, y compris dans les abysses où la pression écraserait vos ambitions et probablement votre corps. Il plonge à des profondeurs délirantes, reste longtemps sous l'eau, utilise l'écolocalisation et descend dans le noir total comme un gangster vertical. Son énorme tête contient le fameux spermacétie, une substance qui a longtemps intrigué les humains parce qu'évidemment dès qu'un animal a quelque chose de bizarre, l'humain veut le voler. Voici l'un des faits les plus absurdes de la Seconde Guerre mondiale. On me raconte que la toute première bombe alliée larguée sur Berlin aurait tué un éléphant dans le zoo de la ville. L'image est tragique et complètement surréaliste. Les humains déclenchent une guerre mondiale, mobilisent des armées, bombardent des capitales et au milieu de ce chaos, un éléphant qui n'avait strictement rien demandé à personne se retrouve victime d'un conflit humain. Regarde le jacana. Cet oiseau qu'on se nomme parfois l'oiseau Jésus parce qu'il donne l'impression de marcher sur l'eau. Bon, techniquement, il ne défie pas vraiment la physique comme un magicien biblique, il triche. Il a des doigts extrêmement longs qui répartissent son poids sur les feuilles flottantes, les nénuphars et la végétation aquatique. Résultat, il peut marcher sur des surfaces fragiles, sans couler immédiatement comme un petit danseur de marais avec des pieds disproportionnés. Voici la crevette menthe, un animal qui ressemble à un jouet coloré mais qui possède l'un des coups les plus violents du monde animal. Sa patate peut partir à une vitesse comparable à celle d'une balle de pistolet. Elle utilise des appendices spécialisés pour fracasser des coquilles, assommer des proies, briser des carapaces et parfois même fissurer du verre d'aquarium si elle est assez motivée. Le mouvement est tellement rapide qu'il crée des bulles de cavitation qui elles-mêmes produisent une onde de choc. Donc même si le premier coup ne suffit pas, la physique arrive derrière pour mettre une deuxième gifle. C'est une double peine aquatique. Regarde cette ancienne créature souvent comparée à des libellules géantes appelées Méganeura, qui vivait il y a des centaines de millions d'années. Son envergure pouvait dépasser 70 cm, plus de 70 cm d'insectes volants. Aujourd'hui, une libellule qui entre dans une pièce suffit déjà à déclencher une réunion de cris chez certaines personnes. À l'époque, c'était presque un drone préhistorique avec des mandibules. Ces géants existaient dans un monde où les niveaux d'oxygène étaient plus élevés, ce qui a probablement aidé certains arthropodes à atteindre des tailles indécentes. Voici l'éléphant qui est de retour. Il peut détecter de l'eau à plusieurs kilomètres selon les observations et les conditions. Et quand tu vis dans des milieux où trouver de l'eau peut faire la différence entre survivre et finir en décoration sèche, ce pouvoir est un cheat code. Ce n'est pas qu'il sent l'eau directement, mais en vous approchant d'un étang, vous pouvez sentir l'odeur de plantes et autres. Ce sont ces éléments qui sont capables de sentir l'éléphant. On regarde certains animaux qui semblent presque par balle ou du moins extrêmement résistants aux attaques. Il faut être prudent, aucun animal n'est vraiment invincible et par balle est souvent une exagération. Le pangolin a des écailles de kératine, le tatou peut avoir une carapace osseuse, certains crocodiles ont des plaques dermiques dures et quelques poissons ont des écailles si solides qu'elles inspirent même des recherches sur les matériaux de protection. La nature fabrique des blindages depuis bien avant nos gilets tactiques. Voici les grenouilles des bois, capables de survivre alors qu'une partie de leur corps gèle pendant l'hiver. Leur cœur peut ralentir énormément, leur respiration s'arrête presque totalement, et leur corps utilise des substances comme le glucose pour protéger les cellules contre les dégâts du gel. Pendant ce temps, elles restent immobiles, froides, rigides avec l'air d'avoir quitté la conversation. Puis le printemps revient, la glace fond et madame redémarre comme un vieil ordinateur qui refuse de mourir. Regarde le requin du Groenland, ce vieux fantôme des eaux froides qui vit tellement longtemps que certains individus pourraient avoir plus de 400 ans, 4 siècles. Quand certains de ces requins étaient jeunes, il y avait des humains qui se battaient encore avec des épées et portaient des perruques ridicules. Lui, il était déjà là, l'ensemble profond, en train de traverser les eaux glacées comme une légende fatiguée. C'est le vertébré connu avec la plus grande longévité. Son métabolisme est très lent, son environnement est froid, sa croissance prend une éternité, et sa vie entière semble régler sur la vitesse ne me pressez pas. Voici l'Onomia obliqua, la chenille qui prouve qu'un animal peut avoir l'air inoffensif et cacher un dossier criminel complet. Cette chenille d'Amérique du Sud est considérée comme l'une des plus dangereuses du monde, parfois appelée la chenille la plus mortelle. Pourquoi? Parce que ses poils de séquins peuvent injecter un venin capable de provoquer de graves troubles de la coagulation. En clair, tu touches une petite chenille poilue en pensant vivre un moment de nature, et ton sang peut commencer à partir en procédure de catastrophe. Hémorragie, complications graves, hospitalisation, tout ça à cause d'un truc qui ressemble à une brosse oubliée sur une branche. Regarde l'âne, ce vieux travailleur têtu qu'on imagine robuste, rustique, capable de traverser toutes les galères avec son regard blasé. Et contrairement à d'autres équidés, il n'est pas aussi bien équipé contre la pluie. Son pelage peut être moins imperméable que celui d'un cheval, ce qui signifie qu'il peut se retrouver plus facilement trempé jusqu'à la peau, refroidi, inconfortable, voire en danger si les conditions sont mauvaises. C'est assez humiliant pour un animal qui a l'air de juger tout le monde en permanence. Voici la tortue peinte, un animal qui peut respirer par l'arrière-train dans certaines conditions. On va le dire proprement.
Elle peut absorber de l'oxygène via son cloaque, notamment lorsqu'elle hiverne sous l'eau. Ce n'est pas exactement respirer comme vous avec vos poumons, mais c'est une forme d'échange gazeux qui lui permet de survivre longtemps sous la glace ou dans l'eau froide. Pendant que son métabolisme ralentit, elle capte l'oxygène disponible d'une manière que personne ne souhaite vraiment imaginer trop en détail. Regarde la fourmi Dracula, un nom déjà beaucoup trop grave pour un insecte, mais elle le mérite presque. Cette fourmi possède le mouvement animal le plus rapide jamais enregistré avec ses mandibules. Un claquement qui peut atteindre des vitesses délirantes en une fraction de seconde. Elle charge ses mandibules comme un mécanisme à ressort puis les relâche brutalement. Paf! C'est tellement rapide que votre œil ne peut pas suivre. Et pourquoi Dracula? Parce que certaines espèces de ce groupe pratiquent un comportement appelé alimentation non destructive sur les larves en prélevant un peu d'hémolymphe. Même les fourmis ont leur vampire. Voici la chèvre. Cette petite anarchiste à sabots qui grimpe partout, mange n'importe quoi, regarde le vide sans peur et fait des bruits comme si elle imitait un humain possédé. Et pourtant derrière son attitude de clown satanique, c'est l'un des premiers animaux domestiqués par l'homme il y a environ 10 000 ans dans les régions du Proche-Orient. La chèvre était utile. Lait, viande, peau, poils, capacité à survivre dans des terrains difficiles, alimentation pas trop exigeante. En gros, pour des humains préhistoriques qui commençaient à s'installer, c'était un pack de survie sur pattes. Sauf que la chèvre a gardé son énergie de fugitif permanente. Tu dis construis une clôture, elle voit un défi. Sous un objet, elle le mange. S'il tourne le regard, elle est sur le toit. La chèvre est domestiquée depuis des millénaires, mais mentalement, elle est toujours 300% sauvage. Regarde Dolly, la brebis qui a débarqué en 1996 et qui a fait paniquer tout le monde avec une simple existence. Dolly est devenue célèbre comme le premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte. Les chercheurs ont pris le noyau d'une cellule adulte, l'ont transféré dans un ovule vidé, puis ont lancé le grand bricolage du vivant. Résultat, une brebis génétiquement identique à l'animal donneur de la cellule. Pour la science, c'était énorme. Pour le grand public, c'était moitié fascination, moitié attendez, vous êtes en train de préparer Jurassic Park ou quoi? Voici l'éléphant femelle, qui ne fait pas une grossesse mais un abonnement longue durée à la patience. Elle peut être enceinte pendant environ 22 mois, presque 2 ans, et il faut dire que le bébé qui sort à la fin n'est pas exactement un petit poids. C'est déjà un gros veau de plusieurs dizaines de kilos, avec un cerveau développé, un corps massif, une trompe encore maladroite et une famille entière prête à le surveiller. Une grossesse aussi longue permet au petit de naître suffisamment avancé pour éviter, comme pour le petit girafe, de se faire croquer le crâne un peu trop vite. Regarde la méduse boîte. Ça flotte comme un vieux plastique dans l'eau, mais ça peut cacher un venin absolument terrifiant. Certaines espèces de méduses boîtes sont considérées comme les animaux les plus venimeux au monde. Le problème, c'est qu'elles ne ressemblent pas à un prédateur classique. Pas de dents, pas de rugissement ni de regard de travers, juste une cloche pâle, des tentacules et une ambiance tu me touches c'est cimetière. Voici l'humain, cette créature qui se croit séparée du reste du vivant parce qu'elle porte des slips et remplit des formulaires. Sauf qu'au niveau biologique, on partage une grande partie de notre matériel génétique avec des animaux beaucoup moins flatteurs pour l'ego. On entend souvent qu'on partage environ 70% de notre ADN avec une limace et autour de 98% avec les chimpanzés selon les méthodes de comparaison. Avec le chimpanzé ça se voit, mains, expressions, comportements sociaux, petites manipulations sournoises. Avec la limace, c'est plus humiliant. Pourtant les bases du vivant sont communes, cellules, gènes, mécanismes de construction. Vous avez beau faire les malins, quelque part dans votre corps il y a un cousinage avec une chose gluante qui traverse le jardin. Regarde le guépard version adulte cette fois, le sprinter ultime des plaines capable de courir comme une voiture volée. Contrairement aux lions, aux tigres, aux léopards et aux jaguars, le guépard ne rugit pas vraiment. Il miaule, ronronne et gazouille presque, comme un gros chat monté en Formule 1. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie des grands félins, il est génétiquement bien plus proche du chat domestique. C'est un gros chat rapide de la savane, rien de plus. Voici la vache de retour et cette vieille légende de campagne qui dit qu'elle se couche quand elle sent venir l'orage. Alors c'est joli, ça fait très météo rural mystique, mais c'est loin d'être une règle fiable. Les vaches se couchent pour plein de raisons. Ruminer, se reposer, garder de la chaleur, soulager leurs pattes, traîner avec le groupe. Est-ce qu'elles peuvent réagir au changement de pression, d'humidité ou de température? Possiblement. Comme beaucoup d'animaux sensibles à leur environnement, mais dire vache couchée égale tempête, comme si c'était une application météo à sabot, c'est beaucoup trop généreux. Parfois elles sont juste posées parce qu'elles digèrent leur énorme buffet d'herbe. Regarde les corvidés, corbeaux, corneilles, freux et autres oiseaux noirs qu'on accuse d'être de mauvais présages, alors qu'ils sont surtout beaucoup trop intelligents. Certains comprennent des principes physiques simples, cause et effet, niveau de l'eau, outils, poids, déplacement d'objets. Il y a des expériences où des corbeaux utilisent des pierres pour faire monter le niveau d'eau et atteindre une récompense, comme dans une fable, sauf que là ce n'est pas une morale, c'est un oiseau qui vous humilie en résolution de problèmes. Ces bêtes peuvent planifier, cacher de la nourriture, se souvenir de visages humains, fabriquer ou utiliser des outils. Pendant ce temps, certains humains poussent une porte marquée tirée, alors calmez-vous s'il vous plaît. Voici la luciole, ce petit insecte lumineux qu'on pourrait croire magique, alors qu'en réalité c'est juste un animal qui a transformé son abdomen en panneau publicitaire romantique. Bonne nouvelle, les lucioles ne mordent pas, n'ont pas de pinces, ne piquent pas les humains, ne transportent pas de maladies connues comme les moustiques. Elles sont globalement inoffensives. Leur vraie spécialité, c'est la lumière. Elles produisent une bioluminescence grâce à une réaction chimique, souvent utilisée pour attirer un partenaire. En gros, pendant que certains animaux chantent, dansent ou se battent pour séduire, la luciole allume son petit néon fessier la nuit. Et pour une fois dans le monde des insectes, personne ne cherche à vous sucer le sang ou à coloniser votre cuisine. La luciole arrive, clignote, cherche l'amour,
amour et repart. Une exception lumineuse dans un univers de petites horreurs à pattes. Regarde les animaux envoyés dans l'espace, et là, l'humour devient un peu plus triste. Avant que les humains osent vraiment quitter la Terre, ce sont des animaux qui ont servi de pionniers, forcés. Chiens, singes, souris, mouches, tortues et d'autres malchanceux embarqués dans des fusées parce que notre espèce voulait savoir ce qui arriverait à un corps vivant là-haut. On appelle ça progrès scientifique, mais pour eux, c'était surtout être attaché dans une machine explosive sans avoir signé le moindre formulaire. Un petit pas pour l'homme peut-être, mais pour eux, c'était souvent un aller simple dans la compréhension totale. La science avance oui, mais parfois sur des pattes qui n'avaient rien demandé. Voici le homard, ce crustacé qui a déjà l'air d'un vieux guerrier blindé sorti d'un donjon marin, et qui en plus urine par le visage. Ses ouvertures urinaires se trouvent près de la base de ses antennes, donc quand il pisse, il envoie des signaux chimiques depuis la zone de la tête. Ce n'est pas juste une fonction honteuse. Chez les homards, cette urine transporte des informations. Dominance, reproduction, état physiologique, petit message de voisinage agressif. Regarde le mouton, qu'on traite souvent comme un symbole de stupidité collective, alors qu'il a une mémoire sociale bien plus solide qu'on ne le pense. Les moutons peuvent reconnaître des visages, y compris ceux d'autres moutons, et même des visages humains familiers. Pas juste bé et brouter de l'herbe non-stop. Il y a du traitement d'information derrière ce regard de pull vivant. Vous vous souvenez des rayures du tigre? Aucun tigre n'a exactement les mêmes rayures qu'un autre. C'est comme des empreintes digitales. Les chercheurs peuvent utiliser ces motifs pour identifier des tigres sur des photos ou des vidéos, suivre leurs déplacements, estimer les populations et surveiller leur conservation. Chaque ligne sur son pelage devient une carte d'identité naturelle. Regarde la musaraigne héroïque, un petit mammifère au nom beaucoup trop épique pour sa taille, mais elle le mérite. Cette créature possède une colonne vertébrale incroyablement renforcée, avec des vertèbres imbriquées et solides qui lui permettent de supporter une pression énorme. On raconte qu'elle peut résister au poids d'un humain debout sur elle. Alors évidemment, ce n'est pas une invitation à tester comme un abruti, mais biologiquement c'est un délire. Les scientifiques pensent que cette structure elle aide peut-être à se faufiler, soulever ou écarter des objets lourds dans son environnement. Voici le léopard des neiges, ce fantôme des montagnes qui a le charisme d'un assassin silencieux et la fourrure d'un manteau hors de prix. Contrairement aux grands félins qui rugissent comme s'ils devaient annoncer une guerre, lui ne rugit pas. Il peut ronronner, souffler, grogner, miauler, faire des sons plus discrets mais pas balancer un vrai rugissement de lion. Et franchement, ça lui va. Il vit dans des paysages froids, rocheux, immenses où la discrétion vaut mieux que le spectacle. Regarde l'ornithorynque, le plus grand mystère des mammifères. Déjà, il pond des œufs alors que c'est un mammifère, mais en plus, la femelle n'a pas de mamelon. À la place, elle sécrète le lait par des zones de peau sur le ventre, et les petits les lèchent directement dans les poils ou les replis cutanés. Cet animal refuse toutes les catégories simples. Bec, œuf, venin chez le mâle, électroréception, laisse en téton. Voici la baleine. Ce bâtiment vivant dont le cœur bat parfois à un rythme incroyablement lent. Chez certaines grandes baleines, notamment lorsqu'elles plongent, le rythme cardiaque peut descendre très bas, autour de quelques battements par minute. On parle souvent d'environ 9 battements par minute dans certaines situations. Pendant que votre cœur s'emballe parce que quelqu'un a écrit « on peut parler », le ciel ralentit comme une vieille horloge sous-marine. C'est une adaptation remarquable en plongée, il faut économiser l'oxygène, réduire les dépenses, envoyer le sang là où c'est vital, tenir longtemps dans un monde sans respiration. Voici le poisson perroquet, ce poisson coloré avec une bouche de coupe-boulon qui passe sa journée à grignoter le récif comme s'il mangeait un mur. Et la nuit, certaines espèces fabriquent une bulle ou un cocon de mucus autour d'elle, un sac de bave personnel pour dormir. C'est dégoûtant, mais malin. Cette enveloppe peut aider à masquer son odeur face aux prédateurs ou servir de système d'alerte si quelque chose la touche. Voici l'écureuil, ce petit voleur nerveux qui passe l'automne à cacher des noix partout comme un survivaliste sous caféine. Le problème, c'est qu'il oublie souvent une partie de ses cachettes, et cette incompétence relative devient un service forestier gratuit. Les graines et les noix oubliées peuvent germer, pousser et participer à la naissance de nouveaux arbres. En gros, l'écureuil aide à planter des forêts parce qu'il a des mémoires imparfaites. C'est magnifique. Regarde l'échidné, ce cousin bizarre de l'ornithorynque qui ressemble à un hérisson ayant avalé un aspirateur à fourmis. C'est un monotrème, donc un mammifère qui pond des œufs. Oui, encore un mammifère qui refuse le règlement intérieur. Il a un bec au museau allongé, des piquants, une langue collante, une poche temporaire chez la femelle pour protéger l'œuf puis le petit, et il nourrit son bébé avec du lait sans mamelon comme l'ornithorynque. L'équiné est une compilation d'idées improbables. Un peu reptile dans la reproduction, un peu mammifère dans le lait, un peu porc-épic dans le style, un peu fourmilier dans le menu. Et malgré ce design de puzzle biologique, il fonctionne très bien. Voici l'éléphant qui ne cesse d'apparaître. On imagine souvent comme un énorme bloc gris presque chauve, alors qu'en réalité il est couvert de poils. Pas une fourrure de chien évidemment, mais il possède bien des poils répartis sur le corps, plus visibles chez les jeunes et à certains endroits comme la tête, le dos ou la queue. Et ces poils ne sont pas juste décoratifs, ils peuvent aider à la perception tactile, et certaines études suggèrent qu'ils participent aussi à la régulation thermique en aidant à dissiper la chaleur. Certains animaux peuvent changer de sexe au cours de leur vie, parce que la nature adore rappeler que nos petites cases humaines sont parfois trop simples pour elle. Et plusieurs poissons, mollusques et autres créatures marines, le sexe peut changer en fonction de l'âge, la taille, le groupe social ou les besoins de reproduction. Le poisson clown par exemple peut passer de mâle à femelle si la femelle dominante disparaît. Certains labres font l'inverse. Les huîtres peuvent aussi alterner selon les conditions. Voici le manchot papou, un petit gentleman antarctique qui peut offrir un caillou à sa partenaire. Pas une bague, pas un bouquet, pas un restaurant trop cher avec des chaises inconfortables, un caillou. Et chez eux c'est sérieux, parce que les pierres servent à construire le nid. Un mâle peut donc apporter un joli galet à une femelle comme une sorte de proposition immobilière,
Tiens, voici un morceau de futur logement. Veux-tu bâtir une famille dans le froid avec moi? C'est à la fois romantique et profondément pratique. Regarde le crabe petit pois, ce mini crustacé parasite qui a choisi la vie la plus lâche possible, vivre à l'intérieur d'une huître, d'une palourde ou d'une moule. Un squatteur qui ne paie jamais le loyer. Il est minuscule, discret, souvent planqué dans la cavité de son hôte et il profite de la nourriture filtrée par le mollusque. Voici le chat, encore lui, qui cache une petite pièce d'anatomie bizarre, la troisième paupière. C'est une membrane située au coin interne de l'œil qui peut protéger l'œil et humidifier l'œil. L'œil. En temps normal, on la voit peu, mais quand elle devient visible souvent ou longtemps, ça peut être un signe que le chat n'est pas en forme. Fatigue, maladie, irritation, déshydratation ou autre problème. Certains oiseaux peuvent remarquer le nombre d'œufs sous leur responsabilité. Beaucoup d'espèces surveillent leur ponte, réagissent si un œuf disparaît, si un intrus apparaît ou si quelque chose cloche dans le nid. Ce n'est pas forcément compté comme un humain qui fait 1, 2, 3, mais il y a une vraie capacité à détecter les quantités, les changements et les anomalies. Voici les corbeaux. Encore ces petits génies diaboliques ne se contentent pas d'être intelligents. Ils peuvent aussi jouer, taquiner et parfois faire des sortes de blagues entre eux. On a observé des corvidés tirer la queue d'autres animaux, cacher des objets, provoquer des réactions, manipuler leur environnement, juste pour tester ou pour s'amuser. Regarde la limace des mers des Mariannes, ce petit habitant des abysses qui vit plus profond que vos pires pensées à 3h du matin. On l'a trouvé dans la fosse des Mariannes, à des profondeurs tellement extrêmes que la pression pourrait écraser la plupart des animaux comme une canette oubliée sous un camion. Et lui, petit poisson pâle, mou, translucide, presque fantomatique, vit là comme si c'était un appartement très correct. Voici l'âne, ce philosophe à grandes oreilles qui regarde le monde avec une impatience méprisante. Grâce à la position de ses yeux sur les côtés de la tête, il a un champ de vision très large, ce qui lui permet de voir une grande partie de son environnement, y compris ses quatre pattes sans avoir besoin de tourner la tête comme un touriste perdu. C'est pratique pour un animal qui doit surveiller le terrain, les obstacles, les congénères et les prédateurs potentiels. Les scientifiques étudient les vocalisations de baleines et ont trouvé des structures complexes dans certains champs et clics avec des motifs répétés qui peuvent fonctionner comme des unités de communication. Chez les cachalots par exemple, on parle de séquences de clics appelées codas qui varient selon les groupes. Est-ce un alphabet comme le nôtre avec lettres, grammaire et fautes d'orthographe? Pas exactement, mais c'est une communication riche, organisée, transmise socialement et beaucoup plus subtile que gros animal fait bruit. D'ailleurs, chez les dauphins sauvages, on se donne apparemment des sortes de noms. Chaque dauphin peut développer un sifflement signature, une vocalisation propre qui sert à l'identifier, un peu comme une carte de visite sonore. Les autres peuvent l'utiliser pour l'appeler ou le reconnaître. En gros, dans l'eau, ce n'est pas juste « Hey toi, mammifère gris », c'est « sifflement précis, viens ici ». C'est déjà trop intelligent pour un animal qui passe aussi son temps à faire des pirouettes et à harceler des poissons. Regarde le dipneustre, ce fossile vivant qui a refusé de choisir entre poisson et presque amphibien. Il possède des branchies, mais aussi des poumons ou structures pulmonaires qui lui permettent de respirer de l'air. Quand l'eau manque d'oxygène ou que son habitat s'assèche, certaines espèces peuvent respirer à l'air libre, s'enfouir dans la boue, ralentir leur métabolisme et attendre des jours, des mois, parfois plus longtemps selon les conditions. Voici l'huître. Ce mollusque mange avec un air chic alors qu'il passe sa vie à faire des trucs biologiquement indécents dans une coquille. Certaines huîtres peuvent changer de sexe au cours de leur vie, parfois plus d'une fois selon l'âge, l'environnement, la température et les ressources ou les besoins reproductifs. Une année mâle, une autre femelle, puis on réajuste selon ce qui maximise les chances de reproduction. Certains oiseaux sont toxiques, parce qu'apparemment même les plumes peuvent cacher une mauvaise surprise. On connaît surtout des espèces comme le pitouï de Nouvelle-Guinée, dont la peau et les plumes peuvent contenir des toxines, probablement accumulées à partir de leur alimentation. Voici certaines grenouilles qui utilisent les crottes d'éléphants comme abri. Oui, on descend très bas, littéralement et moralement. Dans certains environnements secs, une bouse d'éléphant peut devenir un micro-habitat humide, frais, plein d'insectes et relativement protégé. Pour une grenouille, surtout quand l'eau et l'humidité sont rares, ce n'est pas une humiliation, c'est un studio climatisé en matériaux organiques. Regarde le marionnette tête d'or, ce petit père marin qui transforme sa bouche en crèche. Chez cette espèce, le mâle garde les œufs dans sa bouche jusqu'à l'éclosion. Il ne peut pas manger normalement, il doit ventiler les œufs, les protéger, les manipuler délicatement et éviter de les avaler comme un idiot. C'est de la parentalité buccale. Voici le pan. Et quel frime! Il traîne derrière lui un éventail géant de plumes colorées, couvertes d'ocelles, juste pour convaincre une femelle qu'il mérite une chance. C'est du marketing reproductif de luxe. La femelle appelée Pan, plus discrète, regarde ce carnaval ambulant et juge la qualité du spectacle. Regarde la pieuvre. Encore ce génie mou avec trop de bras et visiblement pas assez de patience. On a observé des pieuvres lancer des objets, du sable, des coquilles ou des débris vers d'autres individus. Parfois comme si elles voulaient dire « dégage de mon voisinage ». Elles peuvent aussi frapper des poissons pendant des chasses collaboratives, probablement quand les poissons abusent, trichent ou ne font pas leur part du travail. La pieuvre n'a pas de poings, mais elle a 8 bras, donc elle peut largement improviser une tarte dans la tronche quand nécessaire. Voici le narval, cette baleine arctique qui ressemble à une licorne dessinée par un marin fatigué. Sa fameuse corne n'est pas une corne, c'est une dent, généralement une canine, qui pousse à travers la lèvre supérieure et sort en longue spirale. Cette défense peut mesurer plusieurs mètres et semble servir à la communication, à la compétition, peut-être à détecter certaines informations dans l'environnement. L'armée américaine a entraîné des dauphins pour la guerre. Des dauphins ont été formés pour détecter des mines sous-marines, repérer des objets, aider la sécurité des ports ou retrouver du matériel. Leur sonar naturel est incroyablement efficace, surtout dans des conditions où nos machines peuvent galérer. Bien sûr, ça pose aussi des questions éthiques, parce que comme d'habitude, l'humain trouve un animal doué et lui ajoute une mission qu'il n'a jamais demandé. Voici les rongeurs, ces petites machines à grignoter dont les dents ne s'arrêtent jamais vraiment de pousser. Rats, souris, castors, écureuils et compagnie possèdent des incisifs qui poussent
poussent en continu. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie à ronger des graines, du bois, des racines, des objets, parfois vos câbles, vos murs et votre santé mentale. S'ils ne les usaient pas régulièrement, leurs dents deviendraient trop longues, mal alignées, dangereuses et pourraient les empêcher de manger correctement. Donc ils rongent, encore et toujours. Regarde le gorfou huppé, cet oiseau déjà coiffé comme une rockstar en burn-out qui pond de manière complètement bizarre. On dit parfois qu'il pond un œuf et demi, parce que la femelle pond 2 œufs, et le premier est beaucoup plus petit que le second et a très peu de chances de survivre. En gros, elle lance un premier brouillon, puis le vrai projet derrière. C'est brutal, mais dans la nature, la reproduction n'est pas un conte Disney. C'est une comptabilité froide avec du vent, du froid et des prédateurs. Le deuxième œuf reçoit généralement l'investissement principal. Le premier, lui, c'est presque de figurant tragique dans le planning parental. Voici la gamme barbue, ce petit lézard australien qui a l'air d'un vieux sage écailleux coincé dans un terrarium et qui peut faire des signes de la patte. Oui, il fait coupe. Quand il reconnaît quelque chose, quand il interagit avec un autre dragon barbu, ou quand il veut signaler une forme de soumission ou d'apaisement, il peut lever une patte et la bouger lentement comme s'il disait « Salut, je ne cherche pas les problèmes ». Regarde le coucou, cet oiseau qui a inventé l'arnaque parentale premium. Au lieu de construire son nid, pondre, élever ses petits comme un adulte responsable, madame va déposer ses œufs dans le nid d'autres espèces. Elle trouve une famille d'oiseaux innocents, glisse son œuf dans leur nid et repart comme si elle venait de déposer un colis Amazon. Le pire c'est que le poussin coucou peut éclore plus tôt, grandir plus vite et parfois virer les vrais œufs ou les vrais petits du nid. Donc les parents adoptifs se retrouvent à nourrir un énorme intrus qui n'est peut-être même pas leur enfant, pendant que leur propre descendance finit en tragédie. Ah, et le petit peut être plus gros que ses parents adoptifs. Imaginez nourrir un truc plus balèze que vous, mais quel cauchemar! Voici le retour de l'étoile de mer qui en plus peut retourner son estomac à l'extérieur de son corps. Elle trouve une moule ou une huître, utilise ses bras pour forcer légèrement la coquille, puis sort son estomac par la bouche et commence à digérer la proie sur place. C'est comme si vous entreriez dans un restaurant, posiez votre estomac sur la table et laissiez l'organe faire le service. Absolument ignoble, mais très efficace. Regarde la grande perche de girafe qu'on résume souvent à un long cou pour manger les feuilles, mais ce cou sert aussi à se battre. Les mâles pratiquent ce qu'on appelle le necking. Ils balancent leur cou comme une masse et se frappent avec la tête pour établir leur dominance. Imagine deux grues vivantes qui se mettent des coups de marteau dans la savane pendant que tout le monde prétend que la girafe est élégante. Voici la chauve-souris femelle, qui donne naissance la tête en bas parce que visiblement la nature voulait ajouter du stress à la maternité. Elle est suspendue par les pieds, commence l'accouchement, puis doit attraper son nouveau-né avec ses ailes ou sa membrane caudale avant qu'il ne tombe. Regarde les parents suricates. Ces petits instructeurs du désert ne se contentent pas de dire à leurs enfants bonne chance avant de les envoyer dans le monde. Ils les entraînent à chasser les scorpions. Ils apportent parfois des proies de difficulté progressive. Scorpions morts, puis scorpions blessés, puis scorpions plus dangereux, pour que les jeunes apprennent à régler ce cauchemar à pince et d'art sans mourir comme des idiots. C'est de l'éducation parentale version stage commando. Le petit suricate apprend où mordre, comment éviter le dard et comment transformer un problème venimeux en petit déjeuner. Voici le chien mâle. C'est un animal qui ne se contente pas de faire pipi, mais écrit une biographie chimique sur les lampadaires. Quand il lève la patte, ce n'est pas seulement pour éviter de se tremper les pieds avec une dignité relative, c'est aussi pour placer son urine plus haut, sur un arbre, un poteau, un mur, et laisser un message odorant qui dit « Je suis grand, je suis là, respectez mon CV ». Même un petit chien peut viser haut pour donner l'impression d'un animal plus imposant. C'est un mensonge vertical. Les autres chiens passent, sentent, analysent l'information, sexe, état, passage récent, peut-être statut social. Le trottoir devient alors un réseau social en odeur. Regarde le serpent volant. Déjà une combinaison de mots qui devrait être interdite par respect pour les gens anxieux. Ils ne volent pas comme des oiseaux, mais ils se lancent depuis les arbres, aplatissent leur corps, ondulent dans l'air et se déplacent sur une vraie distance avant d'atterrir plus loin. Les serpents utilisent le vol plané pour échapper aux prédateurs, se déplacer entre les arbres et surprendre tout le monde dans la forêt. Voici l'alligator, ce reptile blindé qu'on imagine toujours en mode menace silencieuse, et le lamantin, cette grosse pomme de terre marine parfaitement pacifique. Et parfois dans les eaux chaudes de Floride, on peut voir des alligators posés sur le dos de lamantin ou transportés passivement à proximité. Est-ce une vraie forme d'amitié façon dessin animé? Pas vraiment. C'est plutôt de la cohabitation étrange. Le lamantin est énorme, calme, pas très conflictuel, et l'alligator peut profiter du mouvement ou simplement tolérer la situation. Regarde les plus petits chats sauvages du monde, comme le chat rubigineux, qui mesure à peine plus de 35 cm de long hors queue. On dirait un chaton qui aurait refusé de grandir mais gardé une vraie âme de prédateur. Ne vous laissez pas attendrir par son format de poche. Ce petit félin chasse, grimpe, se cache, observe et attaque avec le sérieux d'un tigre compressé. C'est ça qui est drôle avec les chats sauvages. Même quand ils sont minuscules, ils gardent cette énergie de propriétaire du monde. Le chat rubigineux peut peser autour d'1 kilo, parfois moins qu'un gros sac de farine. Mais dans sa tête, il est probablement un tigre assoiffé d'hémoglobine. Voici la baleine à bec de Cuvier, championne des plongées absurdes, capable de descendre à des profondeurs énormes pendant très longtemps. C'est le mammifère pouvant plonger le plus profondément et le plus longtemps avec un record observé à 2992 mètres de profondeur et 137,5 minutes d'apnée. En 2020, ce record est battu avec l'enregistrement d'une plongée en apnée de 3h42, soit quasiment 100 minutes de plus que le précédent record.
Pour survivre, elle adapte son corps, elle ralentit son rythme, économise l'oxygène, stocke l'air intelligemment et ses poumons peuvent se comprimer sous la pression, limitant certains risques liés à la plongée profonde. Regarde les requins, ces vieux modèles de prédateurs qui étaient déjà là bien avant les dinosaures. Les premiers requins apparaissent il y a plus de 400 millions d'années, tandis que les dinosaures n'arrivent que bien plus tard. Et après l'extinction des dinosaures qui ne volent pas, les requins étaient encore là. D'ailleurs, il y a 400 millions d'années, les arbres n'existaient pas encore. Les requins existaient donc avant les arbres. Voici la harpie féroce, souvent citée parmi les oiseaux les plus puissants du monde. Et franchement, quand tu vois ses serres, tu comprends que ce n'est pas un pigeon avec de l'ambition. Cet aigle d'Amérique tropicale possède des griffes énormes, parfois comparées à celles d'un grizzly en miniature, et une force suffisante pour capturer des proies lourdes comme des singes ou des paresseux. Regarde l'orang-outan, ce grand roux mélancolique qui passe sa vie dans les arbres avec l'air d'avoir compris que l'humanité était une mauvaise idée. C'est le plus lourd animal arboricole actuel, ou l'un des plus lourds selon les catégories. Un mâle adulte peut peser 75 kg, et pourtant, il se déplace dans la canopée avec une force et une prudence incroyables. Imaginez un humain massif essayant de vivre dans un arbre. Au bout de 10 minutes, il y aurait une branche cassée, une ambulance et une vidéo virale. Chez les attaques de requins, petit rappel utile. Beaucoup d'incidents avec des humains se produisent en eau peu profonde, parfois à moins de 2 mètres d'eau. Ce n'est pas parce que les requins adorent les chevilles, c'est parce que c'est là que les humains se baignent, surfent, pataugent, remuent l'eau, ressemblent parfois à des proies confuses et croisent certaines espèces côtières. Regarde l'écureuil terrestre arctique, ce petit mammifère qui peut survivre à des températures corporelles sous zéro pendant l'hibernation. Un vrai mammifère avec poils, sang chaud, système nerveux, qui baisse son métabolisme à un niveau indécent et traverse l'hiver comme s'il avait débranché la vie. Son corps peut entrer dans une torpeur profonde, avec une température qui descend autour ou sous le point de congélation, tout en évitant les dégâts mortels. Puis il se réchauffe périodiquement, redémarre, et fait sa vie. Voici les fourmis peau de miel, ces insectes qui ont transformé certaines ouvrières en garde-manger vivants. Dans la colonie, des fourmis spécialisées se gavent de nectar ou de liquide sucré jusqu'à ce que leur abdomen gonfle comme une énorme poche translucide. Ensuite, elles restent suspendues dans le nid et les autres viennent les nourrir pour récupérer de la nourriture quand la colonie en a besoin. C'est pratique mais visuellement, c'est une horreur de science-fiction. Imaginez être choisi par la société pour devenir une gourde vivante accrochée au plafond. Regarde le requin et cette vieille affirmation qu'on répète partout. Les requins sont immunisés contre le cancer, sauf que non, c'est faux. Les requins peuvent avoir des cancers, ils ont des systèmes immunitaires intéressants, une biologie fascinante et certains aspects de leur cartilage ou de leur évolution ont été étudiés. Mais ils ne sont pas massiquement protégés contre toutes les tumeurs. Cette idée a surtout été popularisée de manière excessive, parfois pour vendre des produits douteux à base de cartilage de requin, ce qui est doublement nul, scientifiquement fragile et catastrophique pour les requins. Voici le café de civette, probablement l'un des produits les plus absurdes que l'humain ait décidé de boire avec un air sophistiqué. Le principe, les graines de café sont mangées par la civette palmis asiatique, passent dans son système digestif, ressortent dans ses excréments, puis sont récupérées, nettoyées, torréfiées et vendues très cher. Oui, du café de crotte, on appelle ça kopi luwak. Les enzymes digestives modifieraient le goût des grains et certains amateurs en parlent comme d'un luxe. Derrière le côté expérience rare, il y a souvent un gros problème éthique. Les civettes peuvent être capturées, enfermées et nourries de force ou de manière abusive pour produire ce café. Regarde les geckos demi-deuil, ces petits lézards qui ont décidé que les mâles étaient optionnels. Chez cette espèce, les populations sont essentiellement composées de femelles qui se reproduisent par parthénogénèse. En clair, elles peuvent produire des œufs viables sans fécondation par un mâle. C'est de la reproduction en mode solo, autonomie complète, zéro drague, zéro dispute de territoire pour impressionner quelqu'un, zéro mâle qui parade comme un idiot sur une branche. Deux femelles peuvent même adopter des comportements de stimulation qui favorisent la ponte, mais génétiquement, les petits sont très proches de leur mère. Voici Caolobacter vidrioide, une bactérie d'eau douce minuscule qui produit une colle naturelle d'une puissance complètement absurde. Cette colle lui permet de rester fixé dans des environnements aquatiques où le courant pourrait l'emporter. Les scientifiques s'y intéressent parce que, évidemment, quand la nature fabrique un adhésif meilleur que nos bricolages, on prend des notes. Regarde le lézard Jésus-Christ, surnommé ainsi parce qu'il peut courir sur l'eau. Enfin presque. Il ne marche pas en sandales mystiques, il sprint comme un fou pour ne pas couler. Ses pattes arrière frappent la surface très vite, créent de petites poches d'air et son corps léger lui permet de traverser une courte distance avant que la physique ne reprenne ses droits. C'est un mélange de vitesse, de technique et de panique élégante. Voici le charroux. Ce petit incendie de canapé qu'on associe souvent à des mâles, il y a une vraie raison génétique. La couleur rousse est liée au chromosome X. Comme les mâles ont généralement un seul chromosome X, il leur suffit d'hériter du gène roux pour être roux. Les femelles avec deux chromosomes X doivent souvent recevoir deux copies pour être entièrement rousses, ce qui les rend moins fréquentes. Résultat, une grande majorité des chats roux sont des mâles. Regarde la biodiversité terrestre et accepte qu'on connaît très mal notre propre planète. Une estimation célèbre propose qu'il y aurait environ 8,7 millions d'espèces eucaryotes sur Terre et qu'une grande partie reste encore non décrite par la science, souvent plus de 80% selon les groupes et les méthodes. En clair, on envoie des robots sur Mars, mais on ne sait même pas encore qui vit sous nos feuilles, dans nos sols, dans nos océans, dans les canopées et dans les abysses. C'est humiliant et magnifique. Chaque forêt, chaque récif, chaque poignée de terre peut contenir des espèces inconnues. Des insectes étranges, des champignons, des micro-organismes, des petits animaux avec des stratégies de vie que personne n'a encore vues. L'humanité adore se croire propriétaire du monde. En réalité, on a à peine commencé l'inventaire. La Terre est moins un musée qu'un entrepôt géant sans étiquette. C'était 205 faits pour laver ton cerveau de connaissances.
like, abonne-toi, commente, bois de l'eau, et on se voit dans la prochaine vidéo.